Bienvenue dans High Value Entrepreneur, le podcast conçu pour ceux qui veulent exceller dans l'entrepreneuriat et s'élever au-delà des standards. Ici, chaque semaine, nous plongeons dans des conversations authentiques et sans filtre pour vous apporter bien plus que de simples idées. Dans High Value Entrepreneur, vous découvrirez des astuces concrètes pour devenir un entrepreneur plus performant, des histoires inspirantes et des anomalies longtemps cachées, révélant des leçons précieuses et les parcours parfois sinueux vers le succès. Chaque épisode est soigneusement enregistré dans le Studio 29, un espace qui personnalise totalement l'expérience d'enregistrement pour offrir un cadre unique et mémorable. Avant de commencer, j'ai une petite demande. Beaucoup d'entre vous nous écoutent régulièrement, mais sans être abonnés. Un simple clic sur s'abonner nous aiderait à continuer d'avoir des invités exceptionnels et à produire un contenu toujours plus riche et pertinent. N'hésitez pas à explorer plusieurs épisodes et à partager votre avis en commentaire. Allez, c'est parti, bon visionnage et bonne écoute. Bienvenue Thibaut dans le podcast. Merci de me recevoir. Moi je suis trop content. Alors t'es un Lyonnais, je suis Ouais. Lyonnais, on a très peu Lyonnais, on a quelques invités qui commencent à arriver à Lyon. Donc déjà rien que pour ça, je suis hyper content de t'avoir dans le podcast. On ne présente pas nos invités. Et on commence directement avec la question, cette question qui peut être un peu embêtante, mais qui est toujours là à chaque fois, qui est quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout dans ton parcours. Dis-moi tout. Alors, j'ai vu que tu posais cette question aux invités et j'ai pas voulu trop anticiper. Je me suis dit, je vais répondre c'est naturellement Ouais. parce que j'ai vu effectivement que c'était le point d'ancrage. Et en fait, ce qui me vient à cette question, Ouais. moi, c'est que je suis différent. Ok. C'est ce qui m'est venu naturellement, sans Ok. vouloir aller trop loin. C'est que je me rends compte que, en fait, je suis différent depuis longtemps. Ok. Et cette différence, elle est souvent un peu pointée du doigt. C'est une anomalie, Ouais. on va dire, par rapport à la masse, par rapport à la vie. Quand tu es différent, en fait, tu sors de la normalité et tu es pointé du doigt. Et tu es moqué, Ouais. tu n'es pas normal, en fait. Et Mhm. en fait, la vie veut laisser les gens dans les cases. Ok. Et en fait, moi, j'ai toujours été différent. Et- Tu l'as découvert là avec le temps ou tu sais Bah, depuis- avec ta bonne question, c'est bien, on met le doigt dessus parce qu'au moins, on est honnête et on le dit. Ouais. Ouais, effectivement, je ne suis pas comme tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça après? Mm. Eh ben, ça paraît un peu bateau, mais cultiver sa différence Ouais. et en faire un peu une force qui, aux yeux de tout le monde, ça pourrait être une faiblesse. Et après, tu apprends à en faire une force. Et je pense que c'est ça, en fait. Moi, je suis différent, en fait. Je ne réfléchis pas de la même manière que le grand public. Mhm. Et donc, du coup, j'ai tourné autour de ça, en fait. Et Petit à petit, progressivement. Là, j'ai l'impression que tu le dis comme si j'ai l'impression que comme Mm. si soit tu l'acceptais ou que c'était ok. Est-ce que alors déjà, est-ce que je me trompe en disant Mm. qu'aujourd'hui tu l'acceptes, t'as l'air de plus Ouais, l'accepter. bien sûr, je l'accepte. Et Ouais. au début, dans ton enfance, tu savais que tu avais ce truc un peu à part ou tu sentais qu'il y avait un truc qui était un En peu fait, différent? Quand tu es petit, tu t'en rends pas compte. Parce que ce qu'on dit aux gens, tu sais, le côté entrepreneuriat, ou des gamins, tu dois avoir une révélation, être déjà dedans. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand tu es gamin, quand tu es jeune et que tu te sens un peu différent, laisse-toi vivre un petit peu. Te lance pas, essaye pas d'être le meilleur entrepreneur à 14 ans, c'est une connerie, ça n'a pas de sens. Laisse-toi vivre, vois où ça te mène, vois comment tu es, et après, essaye de potentialiser dessus. Mais au début, je pense qu'il faut se laisser vivre, l'accepter, et puis mettre un peu le doigt dessus, et de se dire, bon, c'est vrai quand même, je réfléchis pas de la même façon que les gens. Moi, j'étais un peu hyperactif. Tout ça, c'est vrai que ça m'a mené à faire une carrière, en fait, à faire quelque chose de différent de la masse. J'allais te poser la question de comment tu étais Ouais. quand tu étais enfant. Justement, tu parles d'hyperactivité. Ouais. Alors, tu peux donner un peu le contexte de où est-ce que tu as grandi et comment ça se passait? J'ai grandi en Isère, exactement, parce qu'on parle de Lyon, Ouais. mais je suis isérois quand même. Ok. Bon, après, j'ai beaucoup été à Lyon, j'ai fait des études à Lyon, mais je viens de l'Isère. Ça va 38-69, Ouais, ça ouais. passe. Ça passe. C'est pas 42 ou la petite blague des Lyonnais, ça. Mais voilà, Nord-Isère. Après, j'ai fait une partie à Grenoble. Et en fait, voilà, j'ai eu une enfance tout à fait classique, très Ouais. bien. Voilà, comme je dis, T'as des frères et sœurs? j'ai deux frères. Ok. J'ai eu beaucoup d'amour, etc. Et c'est vrai que je dis que je viens de la classe moyenne, en fait. Je viens d'une vie tout à fait normale, de la campagne.
Alors des fois, ma mère, elle tilte un peu quand je dis ça, mais je dis c'est la vérité. Il faut que les gens comprennent que moi, je viens de tout en bas, je viens de la campagne. J'ai une vie tout à fait normale, classique, en province. Et en fait, effectivement, j'étais déjà très hyperactif, très sportif. Il fallait déjà me canaliser petit. Et tu es dans une famille sportive, c'est ça hein? Parce que famille sportive, c'est-à-dire que le sport est important dans votre famille, en tout cas dans votre fratrie. Oui, les valeurs du sport, oui. Ouais. Mais je viens pas de… Il n'y a pas de sportif de haut niveau. Non, voilà. Ouais. Voilà, parce que c'est souvent ça également. Hein, quand tu fais aussi une carrière dans le sport, souvent, Oui, tu as baigné dedans. Tu as baigné dedans et là, on est encore à nouveau dans les inégalités. Parce que tu as tes parents qui sont issus du milieu, qui soit ont les bons contacts, les bons centres ou les fonds financiers. Moi, au niveau du sport, voilà, à part des parents qui étaient actifs et qui effectivement aimaient bien ces valeurs-là et qui m'ont inculqué. Mais sinon, voilà, j'ai pas été non plus privilégié à ce niveau-là. Tu faisais quoi comme sport quand tu étais… En tout cas, c'est quoi les sports qui te plaisaient le plus J'en ai fait beaucoup. Ouais. J'en ai fait beaucoup. J'ai touché à tout. Et ça s'est senti après sur ma carrière, le fait d'être dégourdi, le fait d'être à l'aise. Mais sinon, j'ai eu un sport de prédilection qui est le judo. Ouais, à 5 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai fait des années de judo, de sport, mais j'ai touché un petit peu à tout. C'est ce qui a fait que j'ai été assez complet en fait à ce niveau-là. Et le sport, à ce moment-là, pour toi, c'est une façon pour tes parents de te dire on va l'occuper, il va faire du sport, on est tranquille, ou c'était toi vraiment qui demandais à vouloir faire du sport et parce que tu sentais que c'était important pour toi? Moi, j'étais une pile. Ouais. Moi, j'étais content. Tes frères aussi ou juste toi? Plus moi. Ok. T'es quoi? Je suis au milieu. T'es au milieu, ok. Ouais, ouais. Et tu vois, il y a aussi cet aspect de faire quand même aussi sa place dans la vie, vis-à-vis d'être au milieu d'une fratrie. Tout ça, c'est des choses, je pense aussi ça compte, parce que tu es forgé autour de ça. Et donc moi, j'étais content en fait. En fait, j'avais envie de jouer. Les copains, jouer, m'amuser, et puis aussi l'esprit compétition tout de suite, des gamins. Ah ouais, complètement. C'est-à-dire que tu y allais en disant, alors j'aime le sport, mais par contre à la fin, si je peux gagner la médaille, c'est mieux. Ouais. Tout de suite même gamin, ouais. Tout de suite, c'est marrant, je suis en train de… Est-ce que moi aussi j'ai eu ce truc-là? J'avais un peu la gagne, parce que moi aussi on est trois frères. Moi je suis le plus grand, on est plus grand, on a fait pas mal de sport, donc forcément je vois des liens avec ce que tu dis, avec le sport, et j'avais la gagne aussi, mais j'étais le premier. Donc tu sais, est-ce qu'on fait une petite introspection, premier, deuxième? Ouais. En tout cas… Toi tu avais le siège de devant. Je sais pas si tu as vu ça. Si, attends, j'ai vu ça dans quoi? Ah, mais c'est dans Bref. Ouais, franchement. Et c'était plutôt… Ouais. Alors je sais pas quand sortira l'épisode, mais en tout cas… Bref, c'est génial et ils abordent tout ça. Ils abordent les aspects de famille, ils abordent le siège du devant pour l'aîné qui doit se porter des responsabilités et après ça en découle sur les autres. Et tout ça, c'est la folie. Et chapeau d'ailleurs à cette série. Elle est ouf. En plus, on a quasiment le même âge. Ouais, on est bien impacté. 24 ans, c'est à peu près ça. Et finalement, il y a plein de séquences où tu te dis waouh, il a été quand même plutôt brillant dans la manière de même les références avec la famille, les copains, les amis. Et t'imagines l'impact que ça a enfant, que tu mets jusqu'à 40 ans pour te sortir de ça. C'est puissant. Alors, donc, tu fais beaucoup de sport. Donc, j'ai une petite truc que tu fais quasiment jusqu'à 10 heures de sport par semaine. Ouais, je fais. Avec tes frères? Avec tes frères aussi? Genre, c'est-à-dire que… Je partage, oui, quand même. Je partage avec ma famille, mes amis. Je fais à la fois mon sport perso et puis les tournages pour ma société. Est-ce que le fait de faire autant de sport, c'est une sorte de… C'est pas une exclusion, mais en fait, le fait de faire beaucoup de sport, je sais quand on était petit, il y avait ceux qui faisaient énormément de sport, qui faisaient constamment, ils sortaient pas, on les voyait quasiment pas les week-ends parce qu'ils avaient les entraînements, tout ça. Est-ce que toi, tu as senti que tu étais à fond dans le sport, donc forcément un peu en recul? Tu parlais de différence un peu tout à l'heure, mais est-ce que le fait d'être à fond dans le sport, d'être dans les entraînements le mercredi après-midi, le soir, les week-ends, est-ce que c'est un truc que toi tu recherchais ou qui t'a mis dans une position un peu socialement parlant un peu… Non, là pour le coup, tu cherches pas à être différent, en fait, c'est juste normal. Mais je pense que tu te laisses un peu porter par les clubs, l'associatif, la vie de sportif en fait. Ça te paraît assez normal quand tu es dedans. Mais ça, c'est quand tu es vraiment sportif. Donc ça te paraît normal, mais c'est vrai que tu as raison parce qu'en France, on va plus mettre un peu les gens en marge parce qu'ils sont sportifs. Alors que si tu veux, par exemple aux États-Unis, si on parle des sports quand tu es jeune, universitaire, etc., les mecs, c'est des stars. C'est des stars, ouais. Nous, non, on n'est pas des stars. Non, si tu vas t'entraîner, t'es limite chiant, quoi. T'es limite, un peu, c'est toi qui n'es pas normal. Ouais.
Et tu voulais faire quoi comme, à ce moment-là dans ta tête c'est quoi un peu ton rêve? C'est de devenir sportif de haut niveau? C'est de vouloir faire de ta vie le sport de manière globale? En tout cas, c'est quoi tes rêves à ce moment-là? Non, je pense que déjà, je voulais m'accomplir déjà à travers le sport. Et ça, je pense que c'est important. C'est le fait, je pense que ça a toujours été là, moi, de vouloir m'accomplir, aller plus loin, sortir déjà de ma condition. Et je pense que le sport a contribué à ça. C'était un premier palier, c'était un premier step. Parce que non, je ne rêvais pas d'une carrière de haut niveau. Tu t'es pas vu faire les JO, tu te voyais pas faire des trucs comme ça? Non, Pas... non, non. Non, non, je pense que c'était assez naturel. Et puis vouloir faire déjà un peu du mieux que je pouvais, d'être déjà un petit peu à fond dans ce que je fais, mais sans aller trop dans les extrêmes des targets inatteignables, etc. Je trouve que ça, c'est trop limitant dans le sport également. Tu vois, on a le sport bien-être qui est très bien pour que les gens se prennent en main, etc. C'est très bien. Et les sportifs, ils ont tendance à s'enflammer il n'y a que ça qui compte. Non, 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 profite, accomplis-toi déjà à travers ta pratique. Et puis on verra après si tu es au JO. Kiffe limite, kiffe ce que tu fais et après si ça devient un truc de fou, pourquoi pas. Parce qu'en fait il y a quand même souvent ce truc de et tu commences et en te disant ça, je me vois comme moi je comporte par exemple avec mon fils quand il fait un truc, je me dis ah bah quitte à le faire autant être le meilleur, tu vois. Ouais, non mais ça c'est normal. Mais prôner l'ultra sacrifice et qu'il n'y a que ça qui compte. Et en fait moi je le vois dans les sports d'endurance parce que maintenant je fais un peu plus de sport d'endurance. Je vois que les mecs, il n'y a que l'ultra distance qui compte en fait. Au bout d'un moment, tranquille les gars, c'est pas ça le sport, c'est pas toujours plus, c'est pas celui qui va faire le plus de sacrifices, celui qui est le plus en marge. Non, 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 déjà, ton activité elle est très bien. N'essaye pas de faire forcément toujours plus. Et je trouve que c'est une certaine dérive dans les sports d'endurance notamment. Trop exagéré. On va peut-être en parler parce que justement je t'ai fait une petite remarque tout à l'heure, tu m'as dit hey si on doit parler je vais la prendre. Bah, donc alors tout se passe entre guillemets tout se passe bien dans ta famille proprement parlé. Famille à Grenoble j'allais dire, dans l'Isère, dans l'environnement lyonnais, province on va dire. Tu fais beaucoup de sport. T'en fais tellement que tu fais quand même un STAPS quand même, tu vas jusqu'à faire des études pour aller dans le sport de manière régulière quoi quand même. C'est-à-dire qu'à la fin, normalement, peut-être que tu deviens, bon on va parler après, tu deviens prof de sport et ça reste quand même quelque chose qui est important pour toi. Là, on met le doigt sur déjà un truc essentiel dans l'entrepreneuriat. Si on fait le parallèle sport-entrepreneuriat, c'est identifie là où tu es bon en fait. Et on est tous bons quelque part. Et en fait, moi c'est pareil, sans trop me prendre la tête, je sortais du lot en sport. Donc, continue. Tu savais, c'était où est-ce que tu étais bon en fait dans le sport? Où est-ce que tu voyais que tu avais des facilités? Déjà, t'es grand déjà en plus? Non, mais j'étais, sans manquer de modestie, j'étais un peu bon partout en fait. Ok. J'étais très débrouillard, très bon, gestion de mon corps, gestion de l'effort, gestion de l'adversité. Ça, c'est aussi le sport de combat qui t'apprend tout ça. En fait, j'ai vraiment un cursus sportif qui m'a forgé, qui a fait de moi un peu un athlète complet. Et en fait, du coup, naturellement, études de sport. Pour devenir prof alors. Prof de sport, ouais. Et donc là, le goal, c'est de te dire, tu vas être avec le chrono, le prof en, le prof en jogging. C'est vrai. C'est le prof en jogging. Je l'ai fait pendant 10 ans. Et alors, comment tu vis cette période d'être prof qui est aujourd'hui qui est complètement à l'opposé de ce que tu vis aujourd'hui pour le coup. Il y a quand même des choses qui ont. Il y a un parallèle. Il y a un parallèle avec certains éléments. Mais prof de sport, pourquoi prof de sport? Bon, déjà, quand tu es un leader, tu aimes transmettre. Donc déjà, la pédagogie, tu kiffes. Malgré tout, tu t'accomplis. Mais après, très rapidement, je me sentais plus à ma place. C'est-à-dire que tu sens que c'est trop petit, c'est trop limité pour toi. Tu sens que tu as plus à donner et que tu n'es pas à ta place. Donc ça, rapidement, j'ai senti. Ah oui, dès les premières années? Dès les premières années, j'ai toujours voulu faire plus. Parce qu'en voulant devenir prof de sport, forcément, il y a un côté, quand on est prof, il y a le fait de… Je dirais pas que c'est pas comme un infirmier, mais il y a une vocation. Il y a le fait de vouloir venir et de transmettre quelque chose, comme tu disais. Toi, c'était quoi ta vision de ce monde d'être prof de sport aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voulais transmettre? Ou en tout cas, c'était quoi ton intention en y allant? Moi, j'ai toujours aimé la pédagogie. J'ai toujours aimé quand même enseigner. Et c'est pas pour rien qu'après, j'ai fini sur les réseaux sociaux à enseigner et à continuer d'être chef d'entreprise. Parce que je donne la direction, j'enseigne. Je fais de la pédagogie tous les jours en fait, mais à un autre level.
Donc, moi, j'ai toujours aimé ça. Et tu vois, ça me fait penser des anecdotes d'anciens profs de sport J'allais t'en demander en plus. qui eux, s'en foutaient en fait de ce qu'ils faisaient. Et en fait, moi, ça me trottait, tu vois, mes cours me trottaient dans la tête. Est-ce que tu as bien fait? Comment tu veux refaire? Comment tu veux évoluer? Et en fait, tu te rends compte que tout le monde n'est pas comme ça. Tu vois, déjà, quand je te parlais de différence, tu en as certains qui sont là pour faire, parce qu'ils ont vu de la lumière, et ils pensent finalement… Et c'est une bonne place, prof de sport. Je pense que parmi tous les profs, alors désolé ouais. pour ceux qui sont autres profs que sport, mais c'est en tout cas pour un mec, pour moi, prof de sport, c'était, je pense que parmi tous les profs possibles et inimaginables Ouais. que j'aurais préféré choisir, c'est prof de sport. C'est entre guillemets le truc qui me paraît le plus sympa, plus cool. Et puis tu as une interaction avec les enfants qui est complètement différente. Tu vois. Les gens ils disent que c'est un peu une planque, mais Il semblerait en tout cas. tu fais bien ton taf avec les élèves qui eux se révèlent quand ils sont en séance de sport, c'est complètement autre chose que des gamins assis à une table à suivre ce cursus scolaire imposé qui peut être totalement bizarre pour certaines personnes. Alors que là, tu les mets en action, tu les mets en œuvre, travail de groupe, libération. Ça peut être super intéressant. Après, c'est limité et puis ça… Et puis il y a un cadre. Tu peux pas faire en tant que prof de sport, tu peux pas non plus faire. Tu peux pas leur dire demain à faire du MMA quoi. Non, mais tu peux amener ta touche. Ouais. Tu peux être toi-même. Moi, j'aimais bien quand même sortir déjà aussi un petit peu du cadre. Ça t'a pas causé de problème particulier du moment que tu restais dans le cadre pédagogique, quoi qu'il arrive, de toute façon. Parce que sortir du cadre, je suis en train de réfléchir en même temps que je te dis ça, mais je me dis qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir du cadre, en tout cas pour apporter sa touche quand on est prof de sport à ce moment-là. En tout cas, qu'est-ce que tu as fait toi? Ouais, j'essaie de trouver une anecdote, mais c'est la manière d'enseigner déjà, la manière d'être. D'avoir une approche peut-être presque plus personnalisée ou qui est plus à l'écoute. Quand tu parlais de leader, donc forcément écoute un minimum peut-être. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Non, mais c'est… Ouais, je pense que c'est un ensemble de choses. J'essaie de trouver un exemple, mais je pense que déjà à l'époque, j'essayais d'inspirer à travers ma personne également. Ah, par le fait d'être exemplaire au sens de montrer l'exemple. Ça compte. Ouais. Ça compte quand tu es strict mais juste et exemplaire. En fait, c'est cool. Et les gamins, ils le ressentent. Et tu peux être très sévère, très strict, mais en fin d'année, c'est toi que les élèves vont aimer. Dans ta manière de parler, ça c'est qui vient de me passer dans… Mais tu as quand même une sorte de… Comme si c'était militaire. Ouais. Ça c'est un truc que tu as toujours eu ou que tu as développé? Alors quand je dis militaire, ça veut dire on sent qu'il y a de la rigueur, le sens de vouloir bien faire les choses, de faire… Pas juste bien faire les choses, presque parfaitement. Ça fait un peu… En fait, moi, la rigueur militaire, j'aime pas parce que j'ai été aussi dans un cadre militaire. Donc, j'ai un passé. En fait, j'ai été prof de sport, mais j'étais dans un cadre militaire, en fait, dans un internat militaire. Ok. Mais les élèves étaient en éducation nationale. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai été aussi un peu dans ce milieu-là. Mais la rigueur militaire, elle a ses limites. Oui. Donc, évidemment, le sport et l'enseignement… forcément, il y a de la rigueur. Mais la rigueur militaire… Oui. On sent qu'en tout cas, quand on parlait, je me dis, tiens, c'est marrant, ça fait très… on essaye de faire au mieux, un peu pour accomplir la mission, en tout cas pour accomplir ma mission, tu vois. Oui, tu vois, je comprends dans le sens de la mission. Ouais. Mais s'accomplir en tant qu'homme, en tout cas dans le milieu militaire, ça, non. J'ai pas fait militaire. Je sais pas si j'aurais été. Je pense que j'aurais été très bon dans cet exercice. J'étais un peu le comment dire. Les règles, c'était le truc que j'aimais bien aller titiller, alors que dans l'armée, tu peux pas, peux pas difficilement le faire quoi. Qu'est-ce qui fait que tu alors il y a deux éléments. Qu'est-ce qui fait que tu restes 10 ans, mais qu'est-ce qui fait que tu pars de ces 10 ans? Parce qu'en fait 10 ans c'est quand même relativement long pour quelque chose où tu te rends compte que c'est potentiellement pas pour toi. Qu'est-ce qui fait que tu restes 10 ans? Parce qu'il faut vivre, il faut faire. C'est-à-dire que j'ai essayé aussi de faire plus, mais ça ne se fait pas tout seul. Comme je te dis, moi, je viens de tout en bas, milieu modeste, pas d'aide particulière, pas de contact. Je me suis créé sans aide financière. Donc du coup, au bout d'un moment, en fait, tu es obligé de faire, tu es obligé de cumuler ton boulot. Je faisais au maximum pour essayer de sortir de ma condition. Mais ça ne se fait pas comme ça. Non, c'est long. Donc c'est long. Donc
j'essayais aussi, comme tu disais, de m'accomplir à travers mon travail parce que j'aime bien aller aussi au bout des choses. Donc, faire correctement. Et puis, au bout d'un moment, tu vois que ça bloque. Tu vois qu'effectivement, tu peux amener plus de choses, tu peux être plus reconnu. Là, on met le doigt sur le fait d'être différent, donc du coup, de se sentir aussi des fois un peu pointé du doigt. Tiens, pourquoi tu fais ça? Donc, le manque de reconnaissance, etc., m'a poussé progressivement vers la sortie. En tant que prof, c'est-à-dire qu'il y a des profs où tu sentais que tu n'étais pas dans le corps enseignant au sens large, où tu étais un peu différent Bah oui, t'imagines, tu as un cadre éducation nationale, un cadre militaire. En fait, Ouais, ok. Tout est cadré en fait. mais oui. Ouais. Et en fait, il faut faire le gentil toutou de tout ce système-là. Et si tu le fais pas, Ouais, t'es pointé du doigt. tu as beau faire super bien ton travail, tu es pointé du doigt, tu es différent, tu n'es pas mis en avant. Et ce système-là, ces grandes institutions, moi j'ai senti les limites, quoi. Je sentais que je ne pouvais pas justement m'accomplir, que je n'étais pas reconnu à ma juste valeur. Il y a eu un déclic à un moment où tu t'es dit là ça peut pas durer, il faut que je m'en aille. Oui, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des Ok. problèmes. Et tu peux nous en parler ou quel genre de... Non. Ouais, c'est des problèmes de reconnaissance où en fait on t'oblige à faire des choses, etc. Que où t'as pas toi- envie de faire. Voilà, ce genre de choses. Et puis j'ai eu un déclic quand du coup après on en parlait, mais mon père était malade et du coup moi je continuais à forger mon intérêt pour la prise en main, la nutrition, etc. Et puis j'ai eu un problème et mon père au téléphone m'a dit mais vis ta vie. Ouais. Parce que là aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne présente pas, mais pour les gens qui vont découvrir en même temps, tu es quand même aujourd'hui avec ta femme. Vous êtes hyper visible, on vous a connu. Moi, je vous ai connu pour la petite histoire. C'est drôle parce que je crois que je vais parler de. Je crois qu'il n'y a pas un podcast où ça n'arrivera pas. Je parle très souvent de ma femme et qui m'a fait découvrir il y a quelques années les challenges que vous faisiez. On a quelques amis en commun qui. Donc, moi, je vous ai découvert tous les deux et vous avez, alors au moment, juste avant le Covid et pendant le Covid, je pense qu'il s'est passé quelque chose, peut-être depuis Huge, mais déjà à ce moment-là, vous étiez déjà un truc de fou. Donc en fait, aujourd'hui, Justine et Thibaut Geoffrey, on sait qui vous êtes, on vous a beaucoup vu. Là, il se passe peut-être un tournant dans la manière dont les choses sont en train d'avancer, mais là, aujourd'hui, vous êtes un peu, pas des rockstars du monde du fitness, à un moment, mais quasiment en fait. La finalité, on parle de toi là aujourd'hui, de ton parcours. Mais les gens s'il y en a qui ne savent pas quitter encore aujourd'hui, vous avez été quand même ultra présent et hyper qualitatif. Et même en termes dans le monde du fitness, vous avez apporté une touch quand même relativement pro, même s'il y a beaucoup de touch, il y a beaucoup de gens. Donc c'est quand même pour les gens qui se découvrent, qui vont te découvrir, t'es quand même à un niveau du game dans la création de contenu, dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, qui est complètement huge. Ouais, bien sûr. Mais on a été aussi au début, on a été précurseurs. Et moi, je suis prof de sport depuis des années en fait. Ça qui est ouf, c'est qu'en fait, tu as continué presque d'être continuellement prof en fait presque. Ouais, bien sûr. Mais surtout pour dire que ça ne s'est pas fait comme ça d'un coup. C'est qu'effectivement, moi j'ai un passé. J'ai été diplômé dans le secteur, etc. Ensuite, il a fallu se développer, il a fallu se servir des réseaux sociaux, monter des communautés, créer notre univers. Alors oui, on a été dans les premiers, on a un peu contribué à démocratiser le fitness un peu plus en France, etc. Donc ça, on est très fiers. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Ça a été très long. On va revenir au fait que tu quittes l'activité de prof de sport avec le coup de fil à ton papa. Ton papa, on en parlera juste après. Quand tu quittes, tu sais ce que tu veux faire. Tu sais, tu as déjà une idée de où est-ce que tu veux aller. Et justement, ce cadre qui est plus le cadre un peu étriqué, tu as envie de faire quoi? J'ai envie de faire ma propre vie. Ok. Ce qui veut dire... J'ai envie d'aider les gens à ma façon. J'ai envie d'inspirer. Déjà, je sentais déjà qu'effectivement, j'inspirais, j'étais pris en modèle et que moi, j'aimais ça en tant que leader, etc. Je dis, bon, je pense que je peux aider plus de monde. Donc, je vais essayer de m'ouvrir. Donc là, du coup, on est dans les années un peu après 2010, quoi. C'est le début des réseaux sociaux, tout ça. Donc, je me dis, je vais commencer à poster parce que voilà, je sens que j'ai la capacité d'aider les gens. Parce que entre le moment où tu es prof et tu vas aller sur... Je crois que tu coaches quand même ton entourage. Il y a un peu ça, où tu aides un peu à les remettre en forme, à atteindre leurs objectifs. 1, 2, 3, leurs objectifs. En fait, ma famille, c'est un peu mes premiers clients. Donc, eux,
ils aiment écouter mes conseils. Moi, je suis content de les avoir aussi un peu en premier client. Et ça permet de me forger en tant que coach, en tant que spécialiste de la transformation physique. Et donc même les premiers avant-après, parce que c'est ça qui a fait aussi boule de neige, parce qu'on a été aussi précurseurs dans les transformations physiques sur le net avec les avant-après impressionnants. Ben, les premiers, c'est presque ma famille. Donc, du coup, donc du coup, je faisais au maximum, quoi. J'aidais ma famille, j'aidais mes premiers clients. Et puis, je postais. Je postais déjà avec une toute petite communauté à l'époque. T'es combien de personnes quand tu as commencé à faire ça au début? Mais j'ai commencé tout doucement, quoi. J'avais 1500 personnes sur Facebook. Ah ouais, et pourtant, je postais toute l'année. Ouais. 1500 personnes, et déter, quoi. C'est pas grave. Et là, tu voulais aider qui? Parce qu'en fait, là, il y a un truc qui est très important dans l'entrepreneuriat, c'est entre guillemets, de bien choisir les gens qu'on veut aider. Donc, ce qui est drôle, c'est que t'aides ta famille, ce qui est plutôt généralement un très bon premier test quand les gens sont notre cible. Là, pour le coup, c'était bien ta cible. Est-ce que tu t'es dit que tu allais cibler une typologie de personnes en particulier? Tu savais les résultats que tu voulais, ou c'était vraiment une sorte de remise en forme généralisée ou un perte de poids Ouais, non, c'est remise en forme. Okay, et la remise en forme, ça passe souvent par la perte de poids. Okay. Et ensuite, c'était le fait de faire attention à son alimentation. Okay. Parce que c'est pareil, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où en fait c'est un peu normal, le side healthy food, etc. On le voit un peu de partout. C'est vrai. Mais moi, au début, j'étais le premier aussi à faire ça. Okay. Donc forcément, les gens étaient intéressés par mes diètes. Donc j'ai commencé aussi à poster mes recettes, etc. Le fait aussi de mieux manger et de se transformer, à l'époque, c'était un peu waouh, c'était un peu un truc exceptionnel. Donc là, du coup, les gens étaient attentifs, ça, mais ils m'écoutaient. Bon, ils m'écoutent toujours. Mais... à quel moment arrive Justine dans cette aventure? Genre, vous rencontrez à quel moment? Justine, on se rencontre en 2016. Ah oui, donc là, on est 10 ans plus tard après ça, ok. Parce que là, on est en 2007-2010, au moment où tu commences à coacher. Ouais, on est un peu après 2010, okay. Quand je commence à coacher un peu plus en perso. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a des années, là, moi, que j'ai un peu oublié, mais où je me suis déchiré dans mon coin à faire au maximum. Est-ce que tu as bossé à ce moment-là, alors, je suis obligé de rester un peu temps là-dessus pour comprendre, mais tu changes, tu deviens prof, tu t'arrêtes prof, tu te lances là-dessus, tu coaches ta famille, tu commences à faire des avant-après. Là, à ce moment-là, tu te dis que tu peux potentiellement vivre que de ça? Ou c'est juste vraiment tu diffuses en disant on verra ce que ça va donner? Alors ça, c'est ce que je te disais pour commencer. C'est que quand tu es déterminé et que tu fais un bon travail, en fait, moi, c'était mon étoile. C'est-à-dire que les gens me demandaient beaucoup. En fait, moi, je n'ai jamais eu à forcer la demande. Okay. Et comme je dis toujours, mon service a répondu à la demande. Okay. Parce que moi, ça a été exponentiel. Ça a été en croissance permanente. Donc, tranquillement, à petit rythme. Par exemple, sur les réseaux, je n'ai pas explosé tout de suite. Mais les clients, j'en ai tout le temps eu, toujours plus. Okay. Donc, je demandais déjà à des copains de m'aider, etc. De prendre des clients sur ma plateforme. J'utilisais les premières plateformes de coaching en France pour pouvoir… Et en fait, j'avais déjà une demande qui explosait. Donc, du coup, je me suis adapté à ça. Ouais. Et voilà, donc progressivement, ça a aussi grandi sur les réseaux. J'ai eu des buzz sur les réseaux, j'ai rencontré Justine. On a créé les premiers programmes de France en live parce que la fonctionnalité live venait d'apparaître sur Instagram. Et ça a été… ça a explosé. On va y revenir. Comment ça se passe? Parce que là, tu me dis que tu vas… Là, on sait qu'il y a une app. Autant le monde du sport, là, depuis le début, on voit qu'il y a une cohérence. C'est sportif, beaucoup d'activités. Là, c'est l'entrepreneuriat au sens large. Ça veut dire, là, le périmètre s'élargit de compétences qu'il faut avoir. Les réseaux sociaux, savoir faire des choses qui fonctionnent. Mettre en avant aussi des choses, vendre des choses. Bien sûr. Avant, c'est du one-one, c'est discuter, c'est des résultats. Sauf que là, il faut… Genre, comment toi, tu vis ça à ce moment-là? Moi, je me rends compte que je veux sortir de ma condition. C'est plus possible de gagner 1500 € par mois, de subir la vie, de subir la hiérarchie, d'être pile à la mauvaise place. Ça, je le sens. Je me dis, Thibaut, ça va pas, il faut faire quelque chose. Donc, j'essaye par tous les moyens, même financiers, d'essayer de grandir à ce niveau-là. Je me mets au poker le soir. Je multiplie mon travail. Je travaille jour et nuit. Ouais, bien sûr, je veux sortir de ma condition. Et ce sera financier. Le fait de sortir de ces conditions, tu sais que c'est
En fait, il faut gagner de l'argent, quoi. Bah, en fait, il faut gagner de l'argent pour pouvoir te créer ta liberté, faire tes propres choses, être aligné avec ce que tu fais. Et donc là, bah, tu as le triptyque magique. Et donc du coup, bah, je me déchire, j'essaie de tout faire. Et je travaille déjà comme un fou. Moi, je travaille comme un fou depuis 15 ans. Mais et là, tu travailles et ça te revient à toi. Ouais, et ça me revient à moi, mais je fais ce que je peux. Et donc tout ça pour dire, tu me demandais Comment toi tu vis le fait parce que là tu es multicasquette là. Autant avant tu étais dans un cadre, là on te demande d'être entrepreneur, sportif. Oui. Il faut commencer à réfléchir à comment vendre, l'application, genre comment ça se passe. En fait, je me rends compte que ma manière de penser, et ça, bah, c'est mon don un petit peu, c'est assez inné. En fait, j'ai une manière de penser qui est tournée vers l'entrepreneuriat. Et en fait, chez moi, c'est pas forcé. Et en fait, moi, comme je te disais tout à l'heure en intro, que tu es différent, en fait, tu te poses des questions, tu te dis, mais pourquoi je pense comme ça? Pourquoi j'ai cette manière de voir le monde, cette vision, cette manière de penser différemment des gens? Et en fait, tu penses que tu es le seul comme ça. Parce que tu es pointé du doigt. Tu vois, je me souviens, mes premières assiettes que je postais, parce que c'est pareil, c'était pas la mode. Hein. Tu postais tes assiettes, tu étais pris pour un énergumène. Oui, c'est pas faux. J'étais pointé du doigt. Thibaut, tu fais quoi avec tes assiettes? Redescends sur terre. Bon, même mes assiettes aujourd'hui, voilà, on sait ce qu'elles valent. Mais du coup, tu te sens différent et je mets le doigt sur la découverte du monde entrepreneurial où les livres et certaines vidéos me montrent qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme moi. Tu découvres une tribu de gens qui sont potentiellement comme toi en fait. En fait, oui. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que les livres et les vidéos décrivent ce qu'il y a dans ma tête. Et moi, j'ai cette chance en fait d'être formaté comme ça. Et après, bah, j'ai plus qu'à appliquer parce que du coup, tu es conforté. Tu te dis, bon, bah, je ne suis pas tout seul en fait. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, continue de croire en toi, continue de forger cette différence. Et donc, du coup, après, ça a marché quoi, tout de suite. Hein. Je suis obligé de te couper là-dessus pour aller. En fait, là, tu es en train de nous décrire le principe en fait, presque de l'authenticité, le fait de s'autoriser à être qui on est et pour que les autres, pour que les autres puissent nous découvrir et un peu limite nous accepter comme on est en fait. C'est un peu on est sur un timing parfait de tu réponds à quelque chose qui répond aussi à toi mais qui répond aussi aux autres et qui en plus contribue à leur bien-être et au tien. Ouais, c'est ça. C'est un peu le point idéal de l'authenticité qui répond à quelque chose. Quoi. Toi, tu sais que tu peux cultiver ta différence. Ça te forge. Tu te dis, bon, bah, let's go en fait. Je suis à ma place. Et en plus de ça, ton service répond à la demande parce que ta demande est croissante. Donc là, bah, c'est là que tu te forges et que tu apprends à être un super entrepreneur. Parce que tu dois, même si tu l'as un peu au fond de toi, tous ces réflexes, tu dois le travailler. Tu dois apprendre. Donc, en plus, moi, de gérer toute ma clientèle et le boom que j'avais déjà, ben, j'ai aussi appris tous les sides de l'entrepreneuriat. Parce que du coup, moi, je ne viens pas de ça. Je n'ai pas fait de grandes écoles. Je ne suis pas de Paris. Je n'ai pas les connaissances. Donc tout ça, ben, ça a été un acharnement. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de soif d'exister. Ouais, je pense, ouais. Dans la manière dont tu… Ouais, mais je pense que c'est ça. Hein. C'est genre d'exister. Tu sais d'où d'où ça vient ou pourquoi c'est là? Tu sais, on dirait… En fait, souvent, et même encore maintenant, je me pose des questions existentielles. J'aime bien mon petit moment le matin, par exemple, avec mon café. Il ne faut pas que je parte trop loin dans mes pensées, parce que je reviens quand même toujours à ces bases. Okay. Et en fait, au final, je me dis, bon, bah, on est là pourquoi il faut la croquer, cette vie. Ouais. Il faut en faire quelque chose. On n'a pas le droit de la laisser passer comme ça. Et donc, je me pose souvent ces questions-là. Et effectivement, je veux continuer de m'accomplir et je suis jusqu'au boutiste. Alors, je pense qu'il y a l'aspect avec ton papa qui a peut-être aussi rajouté une pièce dans cette manière de penser, mais totalement. Tu l'avais aussi avant? Non, je l'avais avant. Ouais. Et ça, on va y venir, le décès de mon père, ça a dû augmenter cette approche de fait de profiter de la vie. Ouais. Ça fait plusieurs fois que tu en parles, allons-y. Alors ton père, quand ton père t'annonce ça, qu'il a un cancer, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est au moment en plus où tu t'en vas, donc c'est encore lié aussi avec le fait que tu expérimentes, mais tu expérimentes aussi le fait
d'avoir dans ton entourage ton papa qui on annonce une nouvelle Ouais, pas exactement. bonne, quoi. Comment ça se passe? 8 ans de lutte contre le cancer, où du coup, on apprend que effectivement, mieux manger va t'aider à vivre plus longtemps. Putain, donc en fait, c'est même lié avec ce que tu dis. Et aujourd'hui, en fait, à l'époque, par exemple, c'était pas bien connu que l'activité douce et la bonne alimentation préservaient les gens dans leur lutte contre le cancer. Aujourd'hui, les centres, le centre Léon Bérard à Lyon, etc., avec qui je suis maintenant en bon contact, en partenariat, etc., ils ont un centre de sport. Ils ont une approche diététique spéciale. En fait, du coup, moi, je tourne aussi mon approche alimentaire autour de ça, autour du fait que, bah oui, ça va améliorer ta santé. Malheureusement, faut que tu sois malade pour bien te rendre compte dans la vie. Mais du coup, mon approche alimentaire est tournée autour de ça. Le fait de mieux manger va t'aider à mieux vivre. Donc ça forge mon attrait pour la nutrition. Tu penses que le fait que tu l'aies accompagné là-dedans et que toi tu sois en plus de ça, tu deviens au fur et à mesure un expert, parce qu'en fait, peut-être des gens là dans cette thématique-là, tu fais du sport, mais en plus là, il y a un chrono qui vient de se lancer Ouais. en disant on va essayer de gagner le plus de temps possible. Que tu penses que le fait de l'avoir accompagné là-dedans lui a permis de gagner des années de vie? Ouais, mais mon père était assez fort et lui aussi c'était un jusqu'au boutiste, mais encore pire que moi, je pense. Il se débrouillait quand même. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont parfois forts et quand ça leur arrive, ce type de choses-là, ont tendance à un peu à accuser le coup, hein. Dire c'est dur. Là, je pense que son Ouais. entourage, le fait d'être avec vous aussi. Et parce qu'en fait, il y en a des gens qui pourraient très bien dire on va faire chimio, terminé, juste Ouais, le mais protocole. je ne veux pas enlever aussi le mérite Bien sûr. à ma mère et mon père qui ont dû affronter ça et qui ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Mais c'est vrai que souvent aussi, on part un peu dans des extrêmes. Alors, soit on se laisse aller, soit Le on déni, change quoi. tout. Et ça, je reviens encore sur Bref, qui ont mis le doigt dessus. Parce que Ouais, c'est vrai. le père est mort d'un cancer dans la série. Et en fait, on voit que d'un seul coup, il switch, que la femme, elle devient à donf, etc. Et ça, c'est pareil, c'est un peu un extrême. Donc, malgré tout, il faut essayer d'avoir une approche pour essayer d'être le mieux possible. Bah, tu sens que tu as contribué quand même, genre que tu as pu aider à ton niveau. Après, c'est pas forcément que en lui donnant des trucs en disant qu'est-ce qu'il faut manger ou qu'est-ce qu'il faut faire. Le fait déjà d'être là en soutien, ils le disent aussi, hein, le fait d'être présent pour les gens qui sont là et de pouvoir les accompagner, de dire tu vois, que ça se passe au minimum. En Ouais. tout cas, tu as contribué. Ça a changé quoi dans ta vision du monde quand tu as, eu quand ça est arrivé au fur et à mesure des années? Bah après, c'est le décès après qui est dur à gérer. Je sais alors je n'ai pas eu pour le moment, mais je sais qu'il y a avant, pendant toute la période où où c'est compliqué, il y a l'après qui est aussi une deuxième étape. Toi, l'étape où tu vis avec quelqu'un qui est malade, quoi, genre, entre guillemets. Bah, la fierté aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il a contribué malgré tout à là où on en est aujourd'hui. Parce que ça a été effectivement quand même une part du déclencheur. Donc ça, j'y dois quand même aussi à ma famille. Ça, c'est une chose. Et après, le plus délicat, c'est la gestion. La gestion de la perte d'une image forte d'un modèle à 35 ans. Il avait quel âge, Il avait 51 ans. Ah, donc, ouais. Voilà. Ouais. Et donc du coup, bah, ça après, ça t'apprend la vie aussi. Et là, tu passes aussi des steps plus vite que les autres. Tu passes quel step, tu penses, à ce moment-là? Tu passes des steps, comme on disait, que la vie, il ne faut pas la laisser courir et pas la subir. Parce qu'il peut tout se passer. Donc déjà, ça te rajoute tu vois, au fait de vouloir t'accomplir. Et puis après, ça t'apprend que la vie, il faut aussi penser à soi. Et la vie, on est quand même égoïste, mais il faut être égoïste de la bonne façon. Et si tu vis en fait en permanence pour les yeux de tes parents, eh ben, je trouve que ça reste un défaut pour les gens qui vont vivre que pour leurs parents, mais jusqu'à 40, 50, 60 ans. Ouais, mes parents Ils vont auraient arrêter aimé de que je fasse ça, mais Ouais. ils auraient voulu. Ok. Et en fait, moi, ça m'a permis de me détacher quand même un petit peu de ça. Ok. Et ça, bah, tu vois, je suis encore une fois différent là-dedans. Mais j'estime que c'est une force. Et ta vision du monde, en fait, forcément, quand il décède, là, tu te dis, bon, bah, la mort existe pour de vrai. Ça change quoi pour toi dans la direction que tu vas prendre ou que tu allais prendre? Parce que tu aurais pu avoir une vie rangée, revenir à un truc plus stable et de se dire, bon, allez, vas-y, je retourne dans un truc pour profiter des gens qu'on aime et rester dans mon petit truc tranquille, retourner dans l'Isère. Non, moi, ça m'a mis encore plus le feu.
Parce qu'au départ, mais après, ça, c'est les étapes du deuil. Hein. C'est assez classique. Mais au départ, faut pas se laisser morfondre et tu veux plutôt honorer. Tu veux plutôt honorer la perte. Et donc, moi, du coup, j'ai quand même voulu honorer à travers mon travail, à travers ce qu'on faisait. Donc, attention, tranquille avec ça, parce qu'il ne faut pas non plus mêler trop le travail à la vie perso. Mais chez moi, ça a été un peu quand même. Je pense que pour tout le monde, je pense que c'est difficile de pas. Ouais, mais attention quand même. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, moi, je suis hyper fier de tout ce qu'on a accompli aujourd'hui. On est un peu, voilà, des référents, comme tu disais, etc. Il y a eu le succès entrepreneurial, la notoriété. Mais malgré tout, c'est pas toute ma vie. Et quelqu'un qui vivrait un départ comme ça, toi, parce que là, tu as un peu de recul maintenant, tu lui conseillerais quoi ou qu'est-ce qui serait intéressant pour cette personne, justement, parce que on traverse pas tous, mais forcément, j'ai l'impression que tu l'as bien transcendé. Je ne veux pas prendre la place des médecins ou des Non, mais accompagnants spécialistes dans le domaine. Mais dans ta posture derrière, dans ce que toi… Moi, voilà, sans vouloir donner de conseils là-dessus, hein, parce que ce n'est pas non plus mon domaine d'expertise. Malgré tout, le temps est clé. Et ça, on n'y peut rien. C'est comme ça, en fait. C'est le temps fera les étapes du deuil. Il faut se le dire. Et malheureusement, c'est dur. Hein. Il faut l'accepter, prendre le temps et se laisser faire les étapes. Moi, j'ai eu aussi le problème de fermer un peu les yeux. Et donc, du coup, ça m'a amené sur d'autres problèmes. Un peu de déni, quoi, en fait, sur la situation, en disant… Ouais, c'était pas vraiment du déni, mais le fait de se dire… Bon, en plus de ça, putain, j'ai tout ça à gérer. Ferme un peu les yeux, fonce, Thibaut, parce que c'est ce que ton père aurait voulu que tu fasses. Donc, et en fait, tout ça, en fait, tu mets un peu les œillères. Et le problème, c'est que ça te revient un peu à la gueule. Et ça, il faut quand même laisser faire, hein, laisser l'accepter. Donc moi, voilà, pour le boulot, etc., j'ai un peu trop fermé et ça s'est répercuté sur mon état de santé. On va en parler. Parce que il y a ta maman aussi qui a eu un petit problème qui est arrivé quelques temps après, non? En fait, c'est dans ma famille, j'ai des maladies auto-immunes également. Okay. Donc en fait, ça t'apprend aussi à la bonne nutrition, tu le savais avant le cancer ou de ton père ou tu as découvert à ce moment-là? Non, ça s'est fait aussi quand même un peu en même temps. En même temps, voilà. Mais maladie auto-immune, ça se gère aujourd'hui, mais il y a quand même des régimes qui sont plus adaptés. T'as l'alimentation encore, c'est ouf. Ah ouais. En fait, quasiment, souvent, ça te ramène à l'alimentation en fait, dans ton parcours, c'est un délire. Ouais, bien sûr. C'est un truc de fou. Et là, pour le coup, tu as pu aussi aider un peu ta maman sur cet aspect-là, non? Oui, mais je lui ai proposé mes diètes, mes programmes. Oui. Ma mère a été dans les premières à en profiter. Elle a perdu 7 kilos. Elle allait mieux. Parce que, bon, après, il faut pas. Tu as les traitements. Hein, bien sûr, voilà, oui. Comme je dis, si on met du contexte, à chaque fois, ce qu'on dit, c'est dans un contexte où le médical, il y a une prise en charge médicale. Et que toi, mais je préfère le disclaimer. Je préfère parce qu'après, les gens s'insurgent. Non, mais il y a les traitements, il y a la base. C'est vrai que ça mais derrière, il y a le side, le support, comme on appelle. Et en fait, le support, il y a quelques années, c'était complètement à l'abandon. Aujourd'hui, on se rend compte que ça fait du bien aux gens. Et en fait, du coup, tu peux diminuer tes douleurs, les polyarthrites, etc. Bon, tu as tes traitements. Mais si tu fais attention à ton alimentation, tu améliores ta qualité de vie. Donc tout ça, ça se passe en même temps que tu es en train de développer le fait de devenir entrepreneur. Alors dans l'entrepreneuriat, il y a plein de petites aventures. Elles sont pas mal. Les tiennes, là, il y a quand même pas mal on voit que c'est multifactoriel, qu'il y a beaucoup de choses qui font que ça arrive là à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu dois développer? Alors, tu dois aussi t'accomplir en tant qu'homme, pour le coup. Gérer aussi cette partie un peu émotionnelle de ce qui se passe dans ton entourage. Il y a aussi des bonnes nouvelles dans cette histoire. Il y a des gens qui aiment ce que tu proposes. Donc, c'est un peu… Tu vois, il y a un peu cet équilibre un peu bizarre. Tu vis un rêve. C'est que des bonnes nouvelles. Et je me le dis tous les jours. Parce que quand tu en veux aussi toujours plus, tu as tendance des fois à oublier ta condition et à apprécier. Ça, c'est ce que je dis à Justine, à ma femme. Je dis, on vit une vie qui est exceptionnelle. Mais c'est vrai que tu en veux toujours plus. Et tout ça pour dire… Comment tu arrives à jongler entre potentiellement les pas bonnes nouvelles qui sont très perso et les bonnes nouvelles qui sont très pro finalement? Donc je vais y venir. Du coup, c'est ton corps qui d'un seul coup te fait des rappels. Et en fait, moi, j'ai fait surmenage complet. Tellement je travaillais, je faisais du sport, je travaillais jour et nuit, et après tu es impacté aussi par le deuil, etc. Moi j'ai eu 3 ans de blessures qui m'ont ramené plus bas que terre. Thibaut, arrête tout, occupe-toi un peu de toi. J'ai eu des tendinites fissuraires sur les coudes des deux côtés en même temps.
Je me suis retrouvé les deux bras en attelle. Tu te retrouves… mobile, quoi. Ouais. En fait, et du coup, bah là, bah, heureusement, ta femme est là pour venir t'aider, pour te garder un peu le moral. Mais du coup, là, le corps, des fois, te dit calme-toi. Parce qu'en plus, à cette période, dans mon déroulé, il n'y a pas encore Justine. Justine, elle arrive à cette période aussi où, entre guillemets, tout commence à se lancer. Ouais. Mais en même temps, titre perso, c'est un peu compliqué. Elle arrive Ouais. pile à ce moment-là, en fait, finalement. Oui, oui, totalement. Elle a dû me porter au moment de tout ça, oui, bien sûr. Donc, en fait, c'est bon parce que tu as le niveau, tu as le ratio de hyper bonnes choses et en même temps de trucs hyper compliqués Ouais, quasiment en même temps. c'est lié, non? Je veux dire, les Ouais. réussites magiques, comme je t'ai dit. Après, moi, c'est un peu aussi mon combat. C'est de dire que ouais, voilà, on traverse des choses. Ça n'a pas toujours été facile. Et t'as pas été aidé, tu viens d'un milieu modeste, tu peux quand même réussir. Donc, c'est aussi un peu ce que je veux dire. Mais sinon, c'est un peu normal. Mis à part ceux qui baignent dedans, où tout a été facile pour eux, alors ouais, ils n'ont pas trop de problème. On peut aller sur le débat. Je ne suis pas sûr que ce soit. Il y a des gens pour qui. Alors, il y a des gens qui ont des facilités dans un contexte, dans un environnement particulier. Ça, c'est évident. Je prends souvent cet exemple des fils de Bernard Arnault, je pense, qui sont grands maintenant. Hein, Oui. mais réussir quand tu es le fils de Bernard Arnault, je pense qu'il doit avoir une certaine pression non négligeable. Ou quand tu es dans une famille. On va prendre des grands sportifs, tu vois, les fils de Zidane. Oui. Quand tu es le fils de quelqu'un ou que Ils ont presque plus des problèmes identitaires à ce niveau-là. Bah, mais sinon, la dur. situation, Ouais. Le statut… Alors forcément, il y a des éléments facilitants. Ça, c'est évident. Quand tu es dans un milieu un peu moins, tu n'as pas le… Mais c'est un peu plus dur, pour le coup. On est totalement d'accord, mais j'aime bien un peu challenger cette idée de… Moi, je connais quand même beaucoup de gens qui ont eu des contextes hyper favorisants par rapport au tien ou par rapport au mien, et qui n'ont pas forcément non plus… mieux réussi ou en tout cas fait des choses plus grandes parce qu'il y avait des contextes et que c'est aussi hyper personnel de se dire mon contexte il est comme ça, à moi d'en faire quelque chose de huge, tu vois. Oui, plus grand. ils ont des opportunités Ouais. et des fois ils ont du mal à saisir et à gérer parce que justement on leur a donné les opportunités. Donc ça, ouais, c'est dur aussi pour eux, Ouais. je te l'accorde. Mais honnêtement, on est d'accord. Tu vas chercher toi-même tes opportunités. On est d'accord que c'est pas tout à fait la même. Alors, un ratio équivalent de bonnes choses et de choses un peu moins sympathiques. Comment ça évolue? Parce que là, on est quasiment encore un peu au début de tout ça. Les choses arrivent, les choses grandissent. Au début, tu es tout seul, maintenant vous êtes deux. Comment Justine, elle vient dans ton écosystème ou inversement? Comment toi, tu vas dans son écosystème? Naturellement, on se rencontre dans un salon du fitness et on fait, après derrière, on fait un événement tous les deux. Okay. Et puis ça match tout de suite. L'ambition, le fait d'être à la fois, d'avoir la même vision mais d'être en même temps différent, de sentir que d'un seul coup on peut s'apporter, waouh, c'est fantastique. On tombe amoureux super vite et on s'entraide tous les deux. Et en fait, c'est pareil, ça a été aussi un élément qui a projeté l'ensemble parce qu'on a été un couple avec la même vision et le désir d'inspirer et le fait d'être inspirant, c'est comme ça. Et du coup, les gens s'accrochent aussi au couple. Et donc là, on utilise la technologie, les réseaux sociaux, la sortie, comme je te disais, des premiers lives. Et on crée les premiers programmes de fitness en live de France. Et là, c'est encore plus l'explosion, ouais, ça continue. Alors, travailler en couple, c'est possible? Ouais, c'est possible, mais ça c'est pareil, ça met des années à faire bien. Donc travailler en couple, ouais, là vous êtes quand même un bel exemple de réussite de travailler en couple, entre guillemets. Vous êtes mariés il y a quoi? L'été dernier, je crois. On s'est mariés l'été dernier. Ouais. Vous êtes mariés l'été dernier, donc ça veut dire que on peut travailler ensemble et en plus se marier et continuer à faire des grandes choses. Mais alors, moi, ce que je trouve le plus dingue au-delà de travailler en couple, c'est que vous arrivez à vous synchroniser et aller dans une direction qui est commune. Déjà, quand on est simplement en couple, c'est déjà parfois un exploit. Mais de le faire en étant amoureux et en plus de faire un projet ensemble, c'est un truc de fou en fait. Si ta vision n'est pas la même, ne vous associez pas, je pense. Si vraiment vous avez des points de vue différents, ayez bien votre vie professionnelle séparée. Je pense quand même qu'il faut partager le même feu. Et après, il faut cultiver ces différences et progressivement, il faut travailler sur ces aspects. Tu vois, nous au début, c'était un peu trop mêlé. Et donc du coup, ça a explosé aussi, hein, forcément. Hein.
quand tout est ultra mêlé, que tu travailles jour et nuit, que tu n'as pas d'espace de vie, pas d'espace personnel, et que tu n'arrives pas à gérer ça parce que tu es dans un rush permanent, et ben, au bout d'un moment, ça crache. Donc après, avec le temps, et ben, tu apprends à gérer ça et à mettre chacun à sa place. Comment vous arrivez à… Je vais reprendre. Qu'est-ce qui fait que ce que vous faites, ce que tu faisais toi tout seul de ton côté, elle faisait ça aussi de son côté aussi? Oui, oui, elle était fitness girl un peu. Ok. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment, le fait que vous réunissiez, fait que la sauce, elle prend? Est-ce qu'il y a un élément particulier qui font que les choses deviennent Justine, Ouais. Thibaut et Justine d'aujourd'hui? Bien sûr. En fait, moi, je vois qu'elle est artistiquement hyper douée et qu'elle a une empathie énorme et qu'en fait, les gens l'écoutent, la prennent en modèle de manière vraiment ultra naturelle et je vois qu'elle s'accomplit à travers ça, à travers l'aspect aussi intime des réseaux sociaux, journal intime, etc. Et en fait, moi, de mon côté, j'ai l'aspect plus professionnel, coaching, etc. Et en fait, on a matché nos forces. Moi, j'amenais le côté un peu plus de coaching et elle amenait aussi un peu plus le communautaire, même si j'avais ma communauté. Oui. Mais du coup, ça… Secret sauce, quoi. Ouais. Les compétences et la communauté, quoi. Genre, Ouais, c'est l'élément qui Et fait puis, tous les deux animés par le fait de vouloir s'accomplir, déchirer, ouais. tout déchirer, monter les communautés, continuer de faire de mieux en mieux. Ça s'est fait un peu naturellement. Ouais. À ce moment-là, quand les choses commencent à prendre plus d'ampleur, forcément, il y a un truc d'entrepreneuriat qu'on dit beaucoup, c'est le fait d'investir sur soi. Comment toi, tu gères cette partie que là, le but, c'est de gagner de l'argent, quand même, la finalité. Est-ce que ce qu'on dit très peu dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut savoir aussi de temps en temps, savoir mettre son énergie, mais aussi mettre son argent dans les bons sujets. Est-ce que toi, tu as dû investir ou faire des investissements peut-être plus ciblés, stratégiques pour passer un step, pour prendre en grandeur, Moi, j'ai rapidement compris qu'il fallait s'entourer quand même des bonnes personnes. Donc, tu les as pas les contacts au début. Donc, tu t'entoures aussi de ta famille. Et tu tends la main, voilà, tu fais rentrer tes frères au capital, etc. Et tu trouves des premières personnes pour t'aider. En fait, moi, rapidement, j'ai compris là où j'étais bon. Et là où, c'est moins ma zone de génie. Il faut faire par des experts. Et pour l'anecdote, quand j'avais 1500 abonnés sur Facebook, j'ai compris déjà que le community management, j'étais pas non plus l'expert. Moi, j'étais le coach expert qui est pris en modèle, qui vient faire les séances, qui est un animateur, qui est passionné par ce qu'il fait. Mais la gestion quand même de la communauté, je me dis, tiens, c'est pas mon métier. Et j'ai eu mon premier partenariat avec une community manager qui travaille toujours avec nous aujourd'hui et qui a aussi développé aussi elle son agence, etc. C'est pas Marine, non? Et non, ça a été notre graphiste. Graphiste que je connais, Marine, pour le coup. Ouais. Ok. Non, c'est Coralie qui du coup a été la première personne avec qui j'ai travaillé. Et on a commencé avec des tout petits forfaits d'accompagnement. Et en fait, voilà, comprendre là où tu es bon et apprendre aussi à déléguer. Et après, c'est le jeu aussi du social. Il faut trouver les bonnes personnes, trouver les bons accords. Vous avez vite compris, et tu as vite compris que tous les deux, de toute façon, ça ne suffirait pas à aller chercher plus grand, ou en tout cas à faire plus grand, avoir plus d'impact. Oui. Oui, évidemment. Comment ça se passe, ces premiers recrutements? Forcément, là, Coralie, c'est un bon exemple, mais est-ce qu'il y en a des anecdotes peut-être un peu moins rigolotes? On sait dans le recrutement, je suis entrepreneur, je passe mon temps à recruter des gens, que c'est pas une chose, c'est pas un élément facile. Est-ce que toi, tu as là-dessus, est-ce que tu as un secret sur le recrutement à nous partager ou des choses plus galères que tu veux nous partager? Le secret, c'est que les gens soient impactés par la mission malgré tout. Alors, attention, je ne veux pas le discours de la boîte où c'est toute ta vie, etc. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais si les gens, au bout d'un moment, ils ne sont pas en phase avec les fondateurs et qu'ils ne sont pas un petit peu animés par le fond de la mission, en fait, ils font leur vie. Et au bout d'un moment, ça peut ne pas aller. Parce qu'ils vont… tu vois, le même principe que le couple. Ils ne partagent pas vraiment la vision. Ça, c'est primordial. Si la personne elle est à l'ouest, que sa vie c'est autre chose, ça n'ira pas au bout d'un moment. Donc ça peut aller un petit peu, tu peux gérer. Ou alors tu restes en partenariat ou en freelance. Mais si la personne ne veut pas rejoindre un peu quand même les rangs, et tu vois,
c'est quand même c'est partager quand même cette aventure. Et je pense que ça, c'est le boulot des recruteurs, de faire passer ce message-là et de sentir si la personne elle est quand même impactée par ça. Moi, je sais que j'ai une question que je pose tout le temps aux gens avec qui je vais bosser ou recruter, c'est de leur dire ce serait quoi le job de tes rêves ou la mission de tes rêves. Mm. On discute et à un moment, je la glisse comme ça gentiment. Et je me rappelle, il y a une personne que j'allais recruter qui était géniale. S'est bien passé et elle me répond à cette question. Pour les prochains qui vont regarder ce podcast et qui vont vouloir bosser avec nous, ils vont savoir s'ils tombent sur moi, je vais la poser. Elle m'avait répondu wedding planner, cette personne. Mm. Tout était bien et elle m'a dit mon job de mes rêves ce serait wedding planner et ça n'allait pas du tout aller avec ce que j'allais lui demander. Et je savais c'était pas en rapport avec ses missions. Avec sa mission dont on est en train de parler maintenant tout de suite et je savais que la finalité. Elle devait pas faire un peu d'orga? Alors un minimum, mais la ça peut manière matcher quand même, hein. dont elle m'avait parlé de. Non, mais elle m'avait parlé de photos, elle me parlait de communication, de choses qui n'étaient pas du tout dans la mission de base où moi je voulais qu'elle vienne. Et quand elle m'a dit ça, et j'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, ah. Alors, en même temps, j'étais très content de lui avoir posé cette question parce que je me suis dit, c'est simple, elle veut aller là-dedans et moi, dans ma vision du monde, je voulais qu'elle l'embarquait sur des choses un peu plus longues, un peu plus, qu'elle ait demandé de la durée. Le wedding planner, ça allait pas marcher. Je suis très content de l'avoir posé, mais j'étais dégoûté en même temps parce que je me suis dit, il y avait tous les éléments pour, tu vois. Donc cette petite question, elle est anodine, mais pas tant que ça. C'est ton tips, mais c'est quand même un peu délicat aussi de répondre à ça, hein. Bah oui, alors c'est pour ça que maintenant en le disant, maintenant c'est fini, je ne pourrais plus la poser si les gens ils bossent avec nous, mais c'est hyper révélateur. Parce que moi, tu me demandes aujourd'hui qu'est-ce que je ferais de mes journées, c'est quoi le job de mes rêves, forcément c'est très lié avec ce que je fais aujourd'hui, c'est à 95%. Ouais. Si la personne me dit, moi ce que je rêve c'est devenir coach sportif par exemple, alors que elle est un monteur vidéo, bon bah je sais que c'est complètement à côté de la plaque. Donc mais c'est vrai que en tant que gérant, il ne faut pas qu'on soit non plus trop en Bien demande. sûr. Parce que c'est aussi normal que les gens fassent un peu leur vie, se disent moi, totalement. j'ai presque envie de faire 5-6 ans avec vous, ça me va. Mais si c'est bien amené, et là par exemple je donne ce contexte qui était hyper parlant, il y a plein de gens qui veulent faire autre chose, mais quand ils aiment littéralement pas ce qu'ils font. Quand ils sont dans l'entretien et qu'ils te disent tout l'inverse. Alors ça, généralement, le test peut amener à découvrir si oui ou non, mais quelqu'un qui adore faire autre chose et qui n'aime véritablement pas ce qu'il fait, par exemple dans les valeurs des gens avec qui je bosse, il y a un truc qui m'intéresse, c'est est-ce que tu aimes ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Parce que bonne nouvelle, si tu aimes, je vais t'en donner de plus en plus. Oui. Par contre, si tu n'aimes pas et que tu t'aimerais trouver autre chose, bon bah, on va peut-être faire un petit bout de chemin suffisant si tu es suffisamment bon pour le faire. Mais par contre, forcément, il y a un moment où ça s'arrêtera et ce sera embêtant ou ça peut devenir un peu embêtant. J'essaie de garder ce petit élément de, au moins les gens, ce qu'ils font au quotidien, leur permet au moins de kiffer. Moi, pour moi, c'est hyper important. Et puis même après, nous, on le voit. Et quand on voit que les gens aiment, ça te donne encore plus envie de les faire aimer, donc de leur apporter plus de choses en tant qu'employeur. Et là, c'est le cercle vertueux. C'est le gros souci du recrutement, c'est la grosse partie. Donc, tu recrutes, tu es avec Justine, forcément dans le monde de l'entrepreneuriat et le monde des réseaux sociaux. On est dans le monde de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux et de la nutrition, de la visibilité, la notoriété. Il y a forcément un petit peu de jalousie, il se passe des trucs. Parce que là, jusqu'à présent, c'est très focus sur toi, mais là ça y est, c'est à l'extérieur. Est-ce qu'il se passe des choses un peu sur cet aspect-là, les premières critiques, les premiers dénigrements, les premiers commentaires, comment ça se passe? Bah déjà, tu fais des réseaux sociaux, donc tu as des gens qui n'aiment pas ça, et ils ont un peu raison aussi, hein, il y a un côté superficiel, il y a un côté jouer de son image. Et ça, il y a des gens qui ne sont pas en phase avec ça. Bon, bah ok. Et en plus de ça, nous, on travaille à l'image personnelle des gens. Parce que, oui, santé, perte de poids, etc. Mais au bout d'un moment, il y a l'estime de soi et le fait de vouloir transformer son corps. Et ça, c'est la nature. Mais c'est critiquable également. Tu as des gens qui prônent le fait de s'accepter complètement, de ne pas avoir à se gérer l'image. Donc voilà, tu es à la fois sur les réseaux sociaux et à la fois tu balances des avant-après impressionnants. Tu as des gens qui vont dire « laisse-moi tranquille avec ça ». Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? Parce que là, autant c'est une bonne intention, autant là tu reçois des choses peut-être auxquelles tu n'es pas préparé, forcément, minimum. Ouais, c'est le jeu du succès malgré tout. Ouais. Oui. Pour toi, c'est OK le fait d'avoir cette typologie Au début, quand tu es un peu fou, oui, tu réfutes tout. Tu dis non, c'est bien, c'est parfait.
Mais voilà, aujourd'hui, après 15 ans de boulot, 40 ans, tu dis, bah non, il y a des gens qui ont le droit de penser comme ça. Donc après, bah, il y a les dérives et ceux qui vont t'insulter, où le discours n'est pas recevable. Mm. Mais les gens ont le droit d'aimer ou pas certaines choses. Et nous, oui, on est quand même dans le domaine de la prise en main. Surtout que vous êtes hyper suivi. Genre, vous êtes à un moment où vous êtes. Ouais. Alors, toujours encore aujourd'hui, hein, Ouais. mais il y a un moment où il y a Thibaut et. Thibaut, je veux dire Thibaut et Geoffrey. Il y a quand même Justine et Thibaut, quand même. Mm. Genre, vous êtes. Il y a vous et entre guillemets, il y a un peu les autres, finalement. Donc Ouais. là, ça doit être aussi. Je sais pas comment tu l'as vécu, en tout cas, je me pose la question. Genre, comment ça s'est passé? Genre, j'ai pas l'impression que ça a été dur à vivre, en Non, tout cas, non, quand non. tu le dis. Non, et puis on n'a pas le droit de dire que c'est dur. Ah ouais? Non, ça, c'est pareil, il ne faut pas le faire si tu ne veux pas accepter ça. Les Ok. critiques, ou être chef d'entreprise, ou être influenceur à succès, Mm. si tu n'acceptes pas qu'on te rentre un peu dans la gueule, mais fais pas ça, mon gars, c'est pas la vie. Sors dans la rue, tu auras des problèmes toujours. C'est ça la vie en fait, c'est que des problèmes. Donc au bout d'un moment, si tu es exposé, que tu as des millions de clients, de followers, etc., bah, c'est le jeu. Ok. Ah oui, totalement, et ils ont le droit. Hein. Parce que toi, là, tu dirais, là, là, ce que tu es en train de dire concrètement, c'est si tu veux pas avoir géré ça, n'essaye même pas d'essayer de devenir quelqu'un qui peut Mm. impacter ou qui a la Ouais, visibilité, il faut pas y aller, quoi. Non, fais quelque chose dans ton coin, pas dans la lumière. Ouais. Ouais. Et les gens qui, par innocence, vont là-dedans et s'aperçoivent de ça, forcément, ça doit être. C'est compliqué, tu vois. Parce que autant j'ai l'impression que tu étais quand même relativement conscient, je pense qu'il y a des gens qui. C'est un qui le problème découvrent. Ouais. des conséquences des réseaux sociaux. Ouais. C'est que les gens pensent bisounours, c'est Mm. magique, oh, c'est the place to be. Mm. Là, j'ai vu la stat, 73% des jeunes veulent être influenceurs. Ouais. C'est hallucinant comme truc. C'est parce que c'est la mode en fait. Tu te dis c'est le paradis. Bah, ça semble facile et c'est dans Mm. notre main tous les jours. Donc forcément, Bah ouais, parce que les jeunes maintenant ils préfèrent le virtuel au réel. On en est là. Hein. C'est va jouer dehors, t'aérer. Non, je m'en fous, laisse-moi mon téléphone. Donc ils se disent c'est l'Eldorado. Mais attention, non, derrière c'est encore plus violent que la vraie vie parce que justement derrière ton clavier, t'es sujet à tout quoi. cette notoriété, donc j'ai vu que tu gérais bien ça en tout cas. Mm. Qu'est-ce qu'elle change parce que là, tu arrives à un stade où Ouais. ça y est, officiellement, je pense que tu vis bien des réseaux sociaux, de tes programmes, de votre personal branding. Ça change quoi dans ta vie à ce moment-là? Parce qu'il y a un moment, tu te dis, Mm. j'y suis arrivé. Oui. Ben justement, tu veux continuer d'être toi-même quand même. Parce que forcément, tu dois aussi des fois un peu jouer un rôle là-dessus parce que tu dois gérer. Moi, j'ai la responsabilité de 25 personnes, etc. Il faut que je tienne la barque. Donc, tu as aussi des fois un peu un rôle. Et il faut te concentrer à retrouver ton identité. Et c'est pour ça que moi, dernièrement, j'ai coupé tout l'aspect coaching sur mes réseaux sociaux parce que sur Thibaut Geoffrey, sur Instagram, je voulais me retrouver. Je voulais me retrouver avec ma vie actuelle, qui est effectivement plus en tant que chef d'entreprise, plutôt qu'un panel de recettes et d'entraînement. Donc j'ai transféré ça sur des plateformes adaptées pour ça. Par Ok. exemple, mes recettes sont sur Pinterest. Mes coachings, j'ai des anciennes vidéos où c'est maintenant sur mon application, avec l'aspect hyper accessible de l'appli, Ok. la partie gratuité, etc. Mais moi, mon compte à moi, il m'appartient quand même. Quand tu parles de ton compte, tu parles de tous tes comptes ou particulièrement YouTube, Instagram ou certains éléments ou... Non, tous les comptes. Ok. Il faut quand même que ça reste. Faut pas te perdre non plus à travers ce que tu fais. Putain, ce qui est fou, c'est que à notre époque, là maintenant tout de suite où on se parle, normalement là tout le monde est en train de faire Ouais. une migration Et moi, j'ai tout coupé. vers YouTube et vous, je crois que Justine l'a fait aussi. Non. Justine a coupé YouTube également parce qu'elle ne pouvait pas tout faire. Et vous êtes en train de dire que YouTube c'est terminé pour aller sur autre chose. Mm. Tu peux te l'expliquer ou alors stratégiquement parlant, est-ce que c'est une Si, mais je vais te dire, c'est bonne idée ou pas? au début, on était aussi les précurseurs. Ouais. Aujourd'hui, c'est une normalité les réseaux sociaux. Et les normalités entraînent les dérives, entraînent aussi des choses où tu te sens plus à ta place. Moi, l'ultra divertissement, les dérives de ce qu'on voit qui marche le mieux actuellement. La culture du vide, quoi, le fait. Ouais, et un verre puis d'eau même les aspects sexuels, etc., avec OnlyFans, tout ça, il n'y a plus que ça qui marche en fait maintenant. Et en fait, ça, au bout d'un moment, tu t'y retrouves plus.
et tu te dis, bon, peut-être il faut aussi passer un peu à autre chose. Stratégiquement, c'est fait. Alors, tu disais pour venir à toi, mais est-ce que stratégiquement, c'est une bonne idée en plus de ça? Tu penses que c'est un bon move? Alors stratégiquement, tout le monde va me dire, Thibaut, ton compte a plus de 800 000 abonnés, Ouais. qu'est-ce que tu fais d'abandonner ça? La masse va dire ça. Mais moi, je pense actuellement que mon focus n'est plus là-dessus. Voilà, on verra bien, on refera Franchement, on refera un entretien j'adorerais. tous les deux. Ah, j'adorerais. Parce que là, vraiment, aujourd'hui, tout le monde dit. En plus, là, l'algo YouTube est en train de dire Hmm. qu'ils vont mettre en avant Oui, les plus petits comptes. Donc, grosso modo, il y a un engouement sur YouTube là actuellement qui est feu à volonté. Tout ouais. le monde doit y aller, quoi. Et forcément, Ah, mais quand je t'entends. ah, mais je vais tempérer parce que nous, on a toujours développé l'aspect entrepreneurial. Ouais. Il y a des gens, ils ont que ça en fait. Hmm. Donc ils veulent vivre à travers les réseaux. Donc ils font, c'est normal. C'est tout à fait normal. Au contraire, il faut l'entretenir avec ton téléphone et TikTok. Maintenant, tu peux faire des milliers. Bon, ben, let's go. Mais nous, on a créé autre chose. On a créé de la valeur, etc. Et notre focus, en fait, c'est ça. Ok. Donc, évidemment qu'on aime. Moi, j'ai toujours adoré la connexion, l'aspect communautaire. J'adore ça, ça me fait vibrer. Mais il faut savoir aussi, des fois, un peu mettre ton attention à certains endroits. Donc, attention, tous ceux qui veulent être focus réseau, il n'y a pas de problème avec ça. Ah bah, c'est sûr que Continuez. toi, à ton niveau, vu que tu as. Mais moi, j'ai d'autres choses aussi à gérer. Tu as des années Hmm. de création de contenu, de créateur de contenu. Donc, forcément, tu as une vision peut-être un peu, pas biaisée, mais en tout cas, possiblement, tu as de l'avance dans Ouais. quelqu'un qui voudrait se lancer. Par exemple, nous, aujourd'hui, on cherche à avoir le maximum d'impact sur les gens avec qui ils vont écouter le podcast pour avoir une de plus grande communauté, pour pouvoir Ouais, faire c'est plein de normal, choses. c'est normal. Donc, forcément, comme moi, je me dis, putain, il a 800 000 abonnés, un compte qui va risque Hmm. de rester en stand-by quand c'est l'objectif de beaucoup Ouais. de personnes. Oui, mais c'est aussi normal parce que maintenant, on est devenu mainstream. Ouais. C'est-à-dire que nous, nos canaux d'acquisition, il y a aussi tout le reste, en fait, les Ouais. médias classiques. Donc, en fait, c'est aussi une évolution assez naturelle. Ça a été notre média phare. Mhm. Justine est toujours hyper passionnée et son compte continue de grandir. 1,1 million, là. Bon, bah super. Moi, ma valeur ajoutée, c'est de faire grandir la boîte. C'est ce que j'allais te dire. Ce que tu Pas de parlais faire trop le guignol sur les réseaux. Tu vois. Guignol, carrément, tu Ouais. dis Ouais. tu penses que tu t'as fait le guignol sur les réseaux? Tu penses que J'ai t'es. joué un peu le jeu, bien sûr. Ok. Ouais, ouais. Ah, tu sais, quand tu es torse nu, ultra bodybuildé, en train de faire de la cuisine. Oui, Ah, on est effectivement. d'accord. Ouais. Alors, après, c'est peut-être c'est dans la DA. C'est dans- Ouais, je sais. Mais tu vois, ça, par exemple, c'est critiquable. Euh, Ça, il y a des gens qui ont le droit de dire, il fait quoi, lui? C'est normal. oui, c'est vrai, vu comme ça. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ton focus, c'est plus de faire des petites recettes. Ça va peut-être. J'ai les équipes pour ça maintenant, voilà. C'est quoi le focus là? Parce que là, forcément, Hmm. on a l'impression quand même qu'il se passe. On en a un peu parlé en off. Et on voit qu'il est en train de se passer quelque chose pour toi. Il y a une transformation Oui. qui est en train d'arriver. Une nouvelle, parce qu'il y en a quand même pas mal et au fur et à mesure du Hmm. temps. On a l'impression, en tout cas, moi je le vois comme ça, que tu es en train d'aborder un nouveau virage. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de ce virage que tu es en train de prendre En Ouais. fait, c'est un virage visible. Finalement, il est déjà là. C'est le fait d'être entrepreneur, j'ai l'impression. Et il a toujours été là, mais qu'est-ce qui se passe c'est quoi le focus pour la suite pour toi, Thibaut? Ouais, le focus, c'est continuer de faire des choses exceptionnelles, parce que je suis quand même drivé par ça. On est drivé par ça, c'est notre mission. Il faut continuer d'être dans l'innovation. Et forcément, bah, il faut s'améliorer en tant qu'entrepreneur, en tant que gestion d'entreprise, et passer des steps. Moi, comme je t'ai dit, je vais au bout des choses. Et si je joue au jeu de l'entrepreneur, alors, let's go. Ça veut dire quoi? Je veux C'est quoi passer ma l'objectif? boîte au niveau supérieur. Ça veut dire tu peux me donner des objectifs ou des L'objectif, paliers que oui. tu aimerais atteindre ou, Non, je n'ai pas vraiment de palier, mais je sais qu'en fait, on a un système qui est tellement bien et qui est tellement accessible. En fait, tu as envie de le donner à un plus grand nombre. Ok. En fait, on a un super outil et il faut être visible parce qu'il est efficace, il aide, il marche. En fait, même si bah, c'est super déjà, on est déjà à un gros niveau, mais tu as envie que tout le monde l'ait dans la main. Tu as envie d'être vraiment quelque chose de courant. Tout le monde, tu veux dire dans le monde entier ou le monde Alors bah ça peut être encore une étape supérieure, mais voilà, mais les systèmes de streaming, aujourd'hui tout le monde a du divertissement, bah, tout le monde devrait avoir notre app, tout simplement. Ça c'est Ok. ma vision des choses, c'est-à-dire que surtout avec les aspects de santé, etc., nous on a un outil qui est personnalisé, qui amène ce qu'ils veulent aux gens dont ils ont besoin. Il est super abouti. Et
Il faut le proposer. Tu peux nous parler de cet outil Je pense qu'il y a des gens qui vont découvrir. Oui, c'est un accompagnant personnel parce qu'on est en train de l'améliorer. On augmente encore plus la personnalisation. Donc là, on a la nutrition personnalisée. En fait, on est les seuls du marché à proposer ça. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, en un clic, ils ont plus qu'à suivre. Ils ont les quantités adaptées à leurs besoins, à leur profil. Ils ont les séances adaptées pour eux, le suivi calorique, le tracker d'activité. Donc en fait, ton outil fait tout. Et tu n'as presque plus besoin d'aller tout télécharger et faire tout toi-même parce qu'avec notre app, c'est ton accompagnant personnel pour tes résultats, perte de poids, stabilisation, prise de muscle. Voilà. C'est-à-dire que là, tu rentres dans un monde qui va être plus un peu un monde d'entrepreneur un peu plus classique, je vais dire, sans la création de contenu. C'est proposer une solution à des personnes qui ont besoin de cette solution, développer le produit jusqu'à arriver à un produit qui est, comme tu disais, utilisé par tout le monde. Donc, je vais dire ce terme-là, mais une sorte de l'Instagram du monde Health, fitness. Le Netflix, de la prise en main, un peu plus, avec vraiment l'aspect personnalisé. Donc tout ça, on le travaille, on le pousse à fond. Et voilà, je pensais à quelque chose, mais j'ai oublié. Comment ça se passe? Parce que là, tu rentres dans le monde de l'innovation, tu montes dans le testing. Tu peux nous en parler un peu de ça? Ouais, c'est le milieu de la tech quand même. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que quand même les réseaux sociaux restent notre média principal. Bien sûr, c'est l'acquisition. Parce qu'aussi, on développe les partenariats, donc on met aussi la lumière sur certains coachs, sur certains partenariats. Là, on vient travailler avec des chefs, on travaille aussi avec des figures du fitness françaises. Donc ça devient aussi un endroit où on peut se regrouper et augmenter la demande. Voilà, on a 14 coachs sur la plateforme, etc. Et donc, les médias, le compte de l'app a quand même 250 000 abonnés. Ça reste… c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Ça reste un endroit où on peut donner notre identité, et ça, c'est la valeur principale. C'est prôner notre différence. Donc ça va rester la priorité. Mais après, donc voilà, comme on disait, il faut développer tout le reste. Donc il faut rester à la pointe de tous les sujets. Il doit y avoir quand même pas mal de… Vous allez chercher, il faut être 1, 2, 3. Vous allez faire des levées de fonds, vous allez chercher des investisseurs, faites tout en fonds propres, ça se passe comment? Alors on est tout en fonds propres depuis le début. Il faut voir comment ça évolue. Là, on est quand même un peu dans cette transition parce qu'on est encore en phase de croissance. Bien sûr. Donc on essaie de s'adapter, on réfléchit à tout ça, on ne l'écarte pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est avec nos propres fonds. Ce qui est alors, dans le monde de l'entrepreneuriat startup classique, les levées de fonds, c'est genre, on a fait des levées de fonds, c'est quand même le mot qui vient rapidement. C'est un peu plus dur de lever des fonds en ce moment avec le contexte un peu économique qu'il y a actuellement en France particulièrement. Le fait d'aller dans ce virage-là, de faire tout en fonds propres, ça reste un challenge de fou. Tu peux nous dire, genre jusqu'à présent, ce que vous avez déjà investi en termes de fonds propres, en tout cas, pour qu'on se rende compte de ce que c'est, ce que ça représente en termes d'investissement? Une fourchette, tu peux… En fait, on a toujours réinjecté dans la société, en fait, tout simplement. Nous, dans des side projects, on a investi un peu en perso, voilà, quand on a aussi développé les fringues, etc., les tapis. Donc voilà, ça a été de l'investissement pro-perso. Mais l'activité phare, donc les programmes et l'application, ça a toujours été en bootstrap. Vous réinjectez au fur et à mesure. Et donc du coup, on a une belle croissance, mais on n'est pas non plus, c'est pas non plus une explosion comme quand tu vas lever des fonds et que d'un seul coup, tu es obligé de faire tourner à un autre niveau. Mais donc là, on a une croissance permanente. Et on est déjà bien. Toi, le but, c'est de basculer sur moins de présence sur les réseaux sociaux et plus un peu dans un vrai rôle de CEO, de chef d'entreprise au quotidien, ou tu veux faire les deux? Je veux aussi travailler le fait d'être l'image quand même de la société, mais de jouer aussi le jeu des médias, tout ça, parce que c'est important. Et tu vois, comme l'échange qu'on a aujourd'hui, ça c'est important parce que oui, tu parles un peu boulot, tech ou autre, mais tu es là aussi pour parler de tes valeurs, tes ambitions. Donc ça, c'est aussi le travail des fondateurs, je pense. Et par exemple, Justine, elle, va continuer à fond les médias, les réseaux sociaux, parce qu'il faut quand même de la présence. Donc là aussi, on s'accorde un peu nos forces. Et puis après, oui, c'est la gestion quand même au quotidien. Je suis encore vraiment
Voilà, je suis épaulé, j'ai mes directeurs, etc. Mais je suis quand même Parce que combien encore. aujourd'hui dans ton entreprise? On est 20. Ouais, donc ça commence. Mm. Et c'est des quoi? C'est en CDI, CDD, freelance, il y a un peu tout mélangé? Ouais, c'est Ouais. beaucoup de CDI quand même. Ah oui, donc Mm. forcément l'entrepreneuriat. Alors tout le malheur que je vous souhaite, c'est que vous deveniez un truc de psychopathe et que Mm. la prochaine fois que tu reviens, tu fais hey, Roger, je te rappelle, on y est. Est-ce qu'il y a des petites erreurs que tu regrettes que vous avez fait un peu au début et qu'aujourd'hui tu te dis ah on a peut-être déconné là-dessus, on n'aurait peut-être pas dû le faire, qui pourrait aider des gens à pas faire les mêmes erreurs? Développer les projets à côté, justement. Vouloir en faire un peu toujours plus. Euh, Tu dispatches ton attention. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, moi toujours ma force a été d'identifier là où je suis fort. C'est aussi un peu la loi de Pareto, Ouais. c'est-à-dire que moi c'est assez naturel. Je sais que ces efforts-là, ils vont compter pour 80% de la réussite. Et ça, c'est un de mes points forts. Et quand tu t'enflammes à vouloir faire trop de choses, tu perds un peu ton focus. Donc tu vois, par exemple, la marque de vêtements, ça a été une super aventure. C'est génial, ça a contribué à l'univers, on a développé de la qualité, on a fait plaisir aux gens. Mais malgré tout, on a mis de l'attention et on a peut-être aussi perdu un peu de temps sur l'activité principale. Ok. Voilà, ça a permis aussi de nous faire plaisir, etc. Mais ça, Tu referais pas. c'est- Potentiellement, si avec ce que tu sais aujourd'hui, tu dis on va peut-être tenter autre chose. ou alors je dirais tout de suite, on va embaucher ces 3 personnes Ouais. et on prend le risque voilà, de lancer ce projet-là. Nous, on amène la vision, mais je suis moins dans le jus sur cette activité. Ok. Et d'ailleurs, c'est plus Justine qui l'a été que moi, finalement. Pourquoi? Parce que ça a été aussi un plaisir pour elle, parce qu'elle voulait aussi, c'est aussi un rêve de développer sa ligne, tout ça, c'est un aspect un peu artistique que moi j'ai moins. Vous avez eu quand même énormément de projets. Tu vois, je regarde, il y a eu les livres aussi Mm. qui ont été un vrai sujet. Ouais. Vous avez fait vraiment, vraiment beaucoup de choses on a l'impression que presque tout a cartonné. Tu dirais que c'est le cas ou? Oui, c'est le cas. La marque de vêtements, par exemple, ça a Ouais. été plus dur. Ça a fonctionné, mais il aurait fallu mettre 20 personnes dessus. Donc, Ah ouais. au bout d'un moment, là, on est plutôt en phase de venir clôturer cette activité-là pour pouvoir mettre l'attention et l'équipe sur l'activité phare. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vous ont réussi, mais dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a l'entrepreneuriat français, mais il y a l'entrepreneuriat dans le reste du monde. C'est quoi un peu ta vision de l'entrepreneuriat, vu que tu veux y aller plus en tout cas en focus? C'est quoi un peu ton avis sur l'entrepreneuriat français aujourd'hui? Je vois où tu veux en venir par rapport à ma story où on en était à notre 5e contrôle fiscal. En ce moment, il y en a dans tous les sens, des contrôles. Voilà. Et en fait, ça c'est pareil. On joue le jeu de l'entrepreneuriat en France. On fait les choses, on essaye de faire les choses bien, etc. Et on vient un peu subir les conséquences de ce qui va se passer même à l'international. Et ça a été les dérives un peu des influx voleurs de tout ça là où Booba avait mis le doigt dessus. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, les gens ils font n'importe quoi parce que c'est facile. Donc je pars à l'étranger, j'ai plus d'impôts, mais je continue à vendre aux Français de la merde. Et du coup, après, l'État s'alerte. Qu'est-ce qui se passe quoi Les gens sont en train d'être un peu arnaqués. Donc du coup, les lois arrivent. On n'a plus le droit de poster quoi que ce soit sans mettre. Il faut mettre collaboration commerciale ou Non, en tout mais cas, c'est une. Là, le dernier contrôle, il fallait mettre absolument tout dans chaque story. En fait, on en était là. C'est-à-dire que si je prends une photo de mon café, il faudrait que j'explique c'est tel café, mais je ne suis pas en partenariat avec le café. Et en fait, c'était vraiment abusé. Donc en fait, du coup, nous, on explique aussi qu'on paye nos propres choses. En fait, c'est que c'est pas toujours du partenariat. C'est qu'on nous a demandé, mais votre mariage, vos séjours à Disney, vous mettez pas collaboration. Non, mais en fait, on a de l'argent, on l'utilise. Ouais, voilà. En fait, c'est nous, c'est nos fonds. Et pour les impôts, en fait, il faudrait toujours tout décrire, en fait. Et du coup, c'est plus vivable. Si sur une story, tu es obligé de décrire absolument tout. Donc bref, donc tout ça. Tu penses que parce que tu es entrepreneur français, en tout cas sur le territoire français, et que ton entreprise elle est en France et que tu es visible, forcément, un peu, on a tous les désavantages d'un entrepreneur qui, lui, pourrait être à l'étranger et faire la même chose que toi? Ouais. Alors, je ne vais pas trop me plaindre parce que, comme on l'a dit, Oui, voilà, bien sûr. on a une belle réussite, une belle aventure.
Mais oui, tu payes un petit peu. Les dommages collatéraux Tu payes. des En fait, gens, c'est toi qui, du coup, dans les rendez-vous, en train de montrer patte blanche et en train de se faire redresser pour le moindre petit truc, alors que d'autres sont en train de faire n'importe quoi ailleurs. Donc ça, c'est une chose. Et puis, c'est vrai que j'ai parlé un peu de cet étendard des indépendants qui grossissent petit à petit, où moi, j'ai été auto-entrepreneur. Voilà, je ne viens pas de la Startup Nation où tu montes une boîte tout de suite, tu lèves des fonds, tu as 30 personnes. Non, moi, j'ai commencé avec mon petit sirette auto-entrepreneur. Et quand j'ai vu l'autre jour qu'ils ont baissé le taux de TVA et qu'en fait, ça condamnait les freelances, c'était absurde. Donc du coup, je me suis permis aussi de le dire. Et on voit qu'effectivement, l'État avait fait marche arrière en 3 jours. Donc il y a des trucs comme ça, c'est hallucinant. Tu te dis, bon, c'est vrai que l'État ne nous met pas quand même dans les bonnes conditions pour développer tout ça. Alors je ne dis pas que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde, mais les conditions, des fois, faut vraiment s'accrocher. À l'origine, c'est quelque chose qui est fait pour que les gens qui ont envie d'entreprendre au sens large du terme se disent que ma capacité d'action va me donner un avantage. Et en fait, le contexte fait que ta capacité d'action te donne de plus en plus de problématiques et en plus que tu ne peux pas résoudre. Et en plus, le fait de devenir salarié est potentiellement plus sécurisant que d'essayer de faire des choses par toi-même. Donc, on tombe dans un truc où on dit qu'en fait, finalement, presque rester à votre place, quoi. C'est un peu ça. Tu vois, c'est un peu rester à votre place. N'en faites pas trop au niveau salariat et n'en faites pas trop au niveau entrepreneuriat. Voilà. C'est très bizarre. Ouais, voilà, c'est la vie. Hein. C'est un contrôle, hein, tout ça. C'est pour laisser les gens, pas faire de vagues. Et le problème, c'est que ça aide pas trop ceux qui veulent se développer. Et après, il faut aussi pas cracher sur le salariat. Il y a des bonnes choses, des bons postes. Génial. Je trouve que ce qui est cool en France, c'est quand même que si les choses étaient faites entre guillemets un peu plus pour les entrepreneurs, dans le sens où avoir une capacité d'action un peu plus grande, avec la possibilité de gagner plus de fonds. En fait, qu'est-ce que font les entrepreneurs? Comme ils en veulent plus au sens littéral du terme, ils embauchent. Ils octroient, ils embauchent des gens sur des freelances, des CDD, des CDI. Donc en fait, potentiellement, tout le monde gagne plus. Alors que quand on restreint les entrepreneurs, qu'on restreint les salariés à une condition, en fait, personne ne gagne et c'est à celui qui réduira le plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc c'est hyper dur. Je ne sais pas c'est quoi ton avis sur l'entrepreneuriat, l'avenir de l'entrepreneuriat en France. En tout cas, il m'intéresse. On voit qu'à tout niveau, effectivement, on vient un peu nous taper dessus, quel que soit ton level. Donc, c'est dur. Et après, je vais aussi quand même tempérer sur ce qu'on disait tout à l'heure, où tout le monde croit à l'Eldorado de l'entrepreneuriat. C'est la mode aussi en ce moment. Et on voit d'ailleurs qu'il commence à avoir des contenus aussi qui viennent un peu tempérer tout ça, et se foutre un peu de la gueule de tous ces aspects. Et c'est pour ça aussi que l'État vient des fois serrer, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, où tout le monde croit à la magie, je vais me mettre un peu sur les réseaux. Et je vais gagner 1 million en un mois. En fait, du coup, d'un côté, on voit ça et il faut dire aux gens, calmez-vous, calmez-vous. Écoutez pas les vendeurs de rêves. Dites-vous, c'est pas forcément la voie royale, que tout le monde n'est pas fait pour ça. Donc, c'est un peu, faut tempérer cette magie, quoi. Mais je pense qu'il y a une problématique dans le sens où ceux qui ont potentiellement eu un momentum dans la manière dont ils ont fait les choses, ont la capacité financière de mettre ça en avant et d'expliquer que c'est faisable et c'est hyper louable de dire regardez les gars, si pour moi, qui part de rien potentiellement, comme je fais un peu là. Mais bon, il y a quand même 15 ans, tu l'as dit, il y a quand même 15 ans entre le début et maintenant. Je ne vends pas une méthode miracle. Tu ne dis pas genre dans 3 mois vous allez y arriver. Ceux qui ont eu la chance et ce momentum, je pense que je fais un peu l'avocat du diable là, mais je pense que c'est presque bien intentionné dans le sens où c'est faisable, mais que c'est tellement mis en avant et c'est tellement mis en mode, c'est faisable de le faire en si peu de temps, facilement, beaucoup d'argent et en plus, tu vois, genre, je pense qu'on est rentré dans une schizophrénie un peu à la surenchère de c'est facile, allez-y, devenir entrepreneur. Mais pourquoi ça? Parce qu'ils ont, ils ont la capacité de communiquer. Je pense que c'est ça le gros. Il y a plein de gens qui ont réussi peut-être même mieux, mais on ne saura pas, tu vois. Et surtout qu'il y a un hack, c'est-à-dire que les gens qui disent ça, c'est que plus ils ont de clients, plus ils réussissent eux. Ouais, donc ça. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que du coup, il faudrait que leurs clients fassent la même chose et aient des clients qui espèrent faire la même chose. Et en fait, ça, c'est le hack de ce milieu-là.
C'est-à-dire que les ventes de formation, ça repose sur ce système-là où au départ, tu t'enrichis parce que tu dis ça aux gens. Et forcément, bah, y a tout ce side qu'il faut quand même identifier, de dire c'est pas si magique. Et que si moi je veux réussir, si par exemple je veux apprendre à vendre des formations sur le net, il faut que j'ai des gens qui achètent mes formations également, etc., etc. Tu vois, c'est un peu, ça fait un peu Ponzi, quoi. Ouais, exactement. Et ça, c'est un peu les limites de tout ça. Je pense qu'on arrive à la fin. Je pense qu'on est, ça y est, là, au moment où on se parle, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce système, je pense. Bah, quand je vois en tout cas, oui, les contenus qui viennent épingler un peu, là, il y a des mecs qui sont pas mal là-dedans, là. Ah, j'avoue, je vois pas de quoi tu parles là. Ah, il y a si, bah, il y a des quoi, mecs. des humoristes qui font des. Ouais, il y a des humoristes qui épinglent un peu tout ce domaine-là un peu extrême des ventes de formation, tout ça, quoi. Il y en a quand même qui commencent à se rendre compte. Bah, je crois qu'il y en a qui ont tenté des trucs qui ont moins bien marché que prévu, potentiellement. En tout cas, on a vu les gens étaient beaucoup plus lucides sur le sujet et s'est rendu compte que potentiellement, de l'information en vidéo, c'est pas non plus miracle et ça permet pas de faire exactement ce qu'on s'était dit, ce qui est plutôt une bonne chose. Moi, mon avis là-dessus, je pense que les formations c'est dead, littéralement dead. Ouais, pas encore, hein, c'est pas fini ça encore. va, moi, je pense que ça va arriver, mais après, voilà, il faut rêver et je ne veux pas empêcher aux gens de rêver parce que moi j'ai été un grand rêveur et je les ai accomplis, mais attention quand même. Donc je ne veux pas empêcher les gens de rêver. Donc s'il y a des super vendeurs de formation qui montrent des belles choses où tu n'as qu'une envie, c'est cliquer, je peux comprendre les gens. Il n'y a pas de problème. Oui, là, on parle de la dérive surtout de ce truc où potentiellement c'est facile, ça va être moins compliqué que prévu et on va gagner beaucoup d'argent. Et potentiellement, c'est un peu Ponzi. C'est bien ça le problème de fond. C'est qu'il faut sans cesse vendre en continu. Finalement, alors là, je te mets dans la sauce pour cette question-là, mais finalement, c'est les entrepreneurs français qui sont partis à l'étranger en flex un petit peu qui font que c'est plus compliqué maintenant. Là, c'est deux choses parce qu'il y en a qui font ça en France. C'est plus ceux qui partent à l'étranger, c'est plus que toi, après, quand tu restes en France, tu en payes un peu les pots cassés. Ouais. Voilà, mais ça, c'est autre chose. Parce que non, le problème de ces aspects un peu magiques de vente de formation, ça, c'est tout le monde, c'est partout. Surtout qu'en France, pas qu'à l'étranger. Ils peuvent potentiellement pas aller faire un contrôle fiscal ou un contrôle à quelqu'un qui est dans un potentiel paradis fiscal. C'est plus compliqué, quoi. Alors que nous, on est… Après, voilà, c'est le jeu aussi. Hein. C'est que s'il y en a, ils se sont dit let's go, de toute façon, c'est ça ou dead. Let's go, quoi. Est-ce que tu as quel avis? On arrive sur la fin du podcast. Tu as quel avis sur le… Je pense que le monde de l'entrepreneuriat français va évoluer vers quoi? En tout cas, c'est quoi ta vision? Vu que tu as quand même un peu de bouteille dans ce monde-là, tu penses qu'on va aller vers quoi dans l'entrepreneuriat français au sens large? Je pense quand même que je vois que la tech a une sacrée place. Là, je vois que ça bouge au niveau de l'IA, tout ça. Tu penses que l'entrepreneuriat français va devenir un pôle IA ou va avoir sa place peut-être ils essayent un peu quand même. Mais après, j'ai pas vraiment de vision à me dire ça va là. Je pense qu'il faut vraiment tempérer quand même voilà, les réseaux, l'aspect magique. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on porte, nous, en tant qu'indépendants, voilà, de dire aux gens, c'est une bonne manière de s'accomplir, il y a des choses à faire, on va vous aider, on va vous montrer la voie. Donc je pense que c'est quand même, c'est porteur, mais il faut de plus en plus s'accrocher vis-à-vis de tous les aspects qu'on a vus ensemble. Hein. Moi, il y a un truc que je dis sur l'entrepreneuriat, c'est une petite prise de parole que je prends pas suffisamment, mais qui est l'entrepreneuriat, c'est pas la réponse à tous tes problèmes, mais c'est potentiellement la solution à des problèmes que tu as choisis. Dans le sens où tu te donnes l'opportunité d'avoir des problèmes que toi tu choisis et tu dis écoute, je me lance dans l'entrepreneuriat en me disant il va se passer plein de trucs. Par contre, bonne nouvelle, c'est moi qui ai décidé d'y aller. C'est moi qui ai décidé de devenir meilleur. C'est moi qui ai décidé de potentiellement essayer de savoir rebondir et de choper des nouvelles compétences. Et en fait, ça donne du sens aux problèmes que tu vas avoir. Alors qu'il y a des fois, il y a des problèmes quand tu ne vas pas dans l'entrepreneuriat qui tombent dessus et tes ressources, elles sont hyper limitées. Pas en termes forcément monétaires, mais en termes de… Putain, ça n'a pas de sens de se dire putain, fait chier. En fait, il m'arrive encore un truc j'ai un truc qui me fait chier et j'ai très peu de champ d'action. Dans le fait de se dire que devenir entrepreneur, c'est la possibilité de prendre ses responsabilités. C'est prendre la responsabilité de choisir ses problèmes et de devenir meilleur un peu grâce à ça. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que voilà, le problème entrepreneur, ça résout tous tes problèmes. Surtout ta capacité à les choisir et ceux que tu veux résoudre.
sais pas ce que tu en penses, on peut en discuter. C'est résoudre tes propres problématiques. Exactement. Celles que tu as choisies. Donc, c'est un peu les aspects de liberté. Exactement, c'est de dire que quoi qu'il arrive, tu vas avoir des emmerdes, parce que tu dis au début. Mais entrepreneur, c'est dire mon périmètre d'action pour les résoudre. C'est mes problèmes à moi. Et surtout, il est vachement plus grand en fait. Genre, là, il faut que je sois imaginatif, il faut que je sois créatif. Ma résilience, elle va être mise à l'épreuve et je vais savoir si j'en ai suffisamment ou pas. Et imaginons que ça ne convient pas, et c'est OK que ça ne convienne pas à tout le monde. Bah, il y a un chouïa potentiellement plus simple. J'ai bien dit un chouïa parce que ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Ça s'appelle le monde du salariat et tu peux très bien le faire en ayant moins de problématiques, en tout cas des problématiques que tu n'as pas envie de résoudre. Ouais, je comprends. Donc, c'est sortir du cadre, finalement. Ouais, c'est ce qu'on disait au début. C'est expérimenter, la liberté, tenter des choses qui t'appartiennent en tout cas. Ouais. On arrive sur la fin du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange, Thibaut? Moi, j'aimerais qu'ils retiennent que c'est faisable. C'est-à-dire que si, oui, ça peut te correspondre, alors tu as les moyens d'aller loin, de faire des grandes choses, d'accomplir tes rêves d'enfant, d'avoir de la valeur, sans forcément être un privilégié, avoir les connaissances, sans argent, tout ça. C'est faisable en fait. Et moi, je peux porter ce message-là. Et ça que je voudrais que les gens retiennent. Je pense que là, on est bien parti pour partir sur cette idée-là pour la suite. Hâte de voir ce que tu vas donner pour la suite. Ouais, je reviendrai. Là, tu veux nous raconter un peu ce qui se passe. Merci infiniment en tout cas, Thibaut. Moi, je te dis à très vite, au minimum sur Lyon ou après dans un podcast dans pas très longtemps. Top. Merci Thibaut. Merci Roger, merci à toi. Avec plaisir. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de High Value Entrepreneur. Et j'espère que tu as kiffé ce moment autant que moi et que tu en ressors avec des idées concrètes, de l'inspiration pour faire avancer ton projet. Avant de se quitter, souviens-toi que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, si ce podcast t'apporte des solutions, des déclics ou simplement l'envie d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Ça nous aide énormément et ça permet de faire grandir cette belle communauté d'entrepreneurs. Laisse-nous aussi un avis en commentaire. On adore avoir ton feedback pour continuer de s'améliorer et te proposer des contenus toujours plus pertinents. Sur ce, merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire.